Bonjour Medjed, bonjour à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Amis de la liberté d'expression, soyez les bienvenus en direct sur une seule et unique radio. C'est France Maghreb 2, c'est la famille les amis. On est là tous les jours, 16h, 18h, comme tous les vendredis. On dit souvent le vendredi, c'est Mamie, Tarek Mamie. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir, cher Tarek. Je vous remercie, cher Christophe. Bonjour à vous, bonjour à Philippe, bonjour à toutes, bonjour à tous, partout en France, sur tous les réseaux. Exactement, et c'est pas ce qui manque d'ailleurs, hein, les réseaux, pour nous écouter. Ah, vous ne pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Jusqu'à 18h avec un programme extrêmement chargé. Philippe Bouriaki, qui était encore sorti hier soir, il sort beaucoup en ce moment. En même temps, il a raison, parce que c'est le soir qu'on est le mieux dehors, il fait frais, etc. Il essaye de se mettre bien avec la police en ce moment, de redorer son blason. Commence pas à dire ça. J'essaie d'être. Je vais là où je suis invité, et donc quand c'est. Alors hier, tu étais à BFM TV. On verra que tu as rencontré Madame Dati. Ouais. Participé au débat. C'est une grande histoire. Entraînez-moi maintenant. Déjà. Et donc ça va très vite. Bah, il paraît qu'elle est. Oui. Bon, je m'abstiendrai de commentaires. Medjed également qui est de la partie. Comment ça va, mon Medjed? Ça va bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Et je vous présente quelqu'un que vous avez découvert il y a quelques temps, celui qui il s'est déconnecté. Bon, ben, il se reconnectera tout à l'heure. Il scrute, en tout cas, de très près sur ce qui se passe dans cette émission. Il s'appelle La Belle Histoire. Il en fera une chronique à la fin de l'émission. Attention, il faut faire attention à ce qu'on dit, les sujets qui sont abordés, etc. Il scrute tout et il nous fera une petite synthèse en fin d'émission. Alors, deux invités aujourd'hui. Vous savez que c'est dans 2 jours, les municipales, le deuxième tour. On va, pour ceux qui ont encore la possibilité de le faire, élire peut-être son futur maire. C'est le 28 juin prochain. Et encore à peu près 6 000 communes qui sont concernées, dont la ville de Crosne, dans le 91. On avait déjà reçu d'ailleurs Michael Damiati au premier tour. Il est arrivé en tête, mais il y a du monde derrière. On verra comment ça va se passer. En 2014, c'était passé au premier tour. Là, un peu plus de difficultés pour Michael Damiati, qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Olivia Zemmour, dans quelques minutes avec nous, parce que demain, il y a une grande manifestation à Paris, nationale, pour protester contre le projet d'annexion de la Cisjordanie par Israël à compter du 1er juillet. On en reparlera avec Olivia Zemmour. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, réponse tout à l'heure. Parmi les sujets que je vous propose d'aborder tout à l'heure avec Tarek, et vous aussi, vous qui nous regardez sur Facebook en live France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, vous pouvez commenter, bien entendu, et surtout partager, c'est très important. On parlera de la nouvelle sortie d'Éric Zemmour. Alors, selon Éric Zemmour, tenez-vous bien, il n'y a plus de Français en banlieue. Ah bon. Patrick attendez, c'est ce qu'il a dit, hein. On verra, en tout cas, on écoutera ses explications et on tentera de lui répondre. Patrick Balkany, qui, vous le savez, est sorti de prison pour des raisons de santé, apparemment, ça va plutôt bien. Il a été vu en train de danser dans les rues de Levallois-Perret le soir de la fête de la musique. Et il a été reçu en grande pompe sur CNews. Devinez chez qui? Chez Pascal Praud. Les contradictions de Didier Raoult aussi, on y reviendra parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Ça s'est passé notamment devant les députés. On dira un petit mot aussi sur l'interview de Bourdin hier. Et puis, bien entendu, retour aussi sur le débat d'hier soir, le débat du deuxième tour entre 3 femmes. Et ça, c'est déjà quand même une victoire en soi. 3 femmes qui restent en liste donc pour la mairie de Paris. Madame Buzyn, Madame Dati et Madame Hidalgo. Elles étaient toutes les 3 sur le plateau de BFM TV dans des conditions un peu particulières. Vous savez que BFM TV est en grève jusque lundi matin 9h. Et d'ailleurs, ils ont suspendu l'antenne depuis ce matin 9h, des rediffusions donc depuis aujourd'hui. Donc une grève extrêmement suivie. Le personnel qui s'oppose au départ ou à la suppression de 300 postes en CDI plus 200 postes de pigistes, alors que l'entreprise, pour l'instant, va plutôt bien, gagne de l'argent visiblement, mais ils tentent d'anticiper quant à l'après-coronavirus. Donc les salariés protestent et ils ont, je crois, raison. On va commencer cette émission comme d'habitude par quelques petites questions. Nous sommes, mesdames, messieurs, le 26 juin. Medjed, Tarek, Philippe, ces questions sont pour vous. On est en 1945. Signature à Paris de la Charte des Nations Unies. Par combien de pays a-t-elle été signée, cette charte? 16. Non, beaucoup plus.
Ouais. 40. Pays démocratique, tu dis. Comment? 40, il dit Midget. Non, plus. 75. Moins. Ah, c'est le 69. chiffre. Moins. 60. Moins. 50. 50 est une bonne réponse. 50 pas. délégués de pays qui ont donc signé cette charte des Nations Unies en 1945. Dans quel pays européen, à présent, les femmes ont voté pour la première fois en 1949? L'Allemagne. L'Allemagne. La Comment? La France? Non. Non, la France était en La France, c'est 45. 46. Non. La France, c'est 46. L'Espagne? Non, Mais pas c'est l'Italie, quand même. un pays frontalier avec la France. C'est pas Indice. l'Italie. L'Italie. Non, La Belgique? L'Italie, la Belgique est une bonne réponse. L'Italie, la Belgique. La Belgique est une bonne réponse. Pour la première fois, les femmes votaient en 1949. Qui présente? Alors là, ça c'est une question pour Tarek, voire même pour Medjed d'ailleurs. Qui présente le premier JT télévisé en 1949? Roger Miquel. Non, Zitron. non, Plus Jean-Claude vieux que Zitron. non, c'est pas Zitrone qui a présenté le. C'est Pierre quelque chose. Oui, c'est pas- Pierre. Bellemare? Oui. Non. Oui, non, Pierre, et après, il avait une émission qui s'appelle 5 colonnes à la une. Oui, mais ça m'avance pas, cher Tarek. Oui, non, mais j'ai oublié le nom, mais c'est Pierre. Pierre. C'est le plus grand journaliste français de l'époque, Pierre quelque chose. Bah oui, Pierre Sabag. Ouais, voilà. Voilà, c'est qui fut le premier présentateur TV de cinq l'histoire de la colonnes à la télévision une. en 1949. Ah ouais, la belle histoire, il le dit en plus, Pierre Sabag. Ah, la belle histoire, il est là, il est au taquet. Ouais. Quel dirigeant arabe échappe à un attentat à Addis Hassan Abeba? Non, Ah, non. à Addis Abeba en 1995. Il a échappé à un attentat, ça s'est passé à Addis Abeba Un le dirigeant 26 arabe. juin 95. Comment? Un C'est dirigeant arabe. C'est un dirigeant qui a été déchu. Soudan. Non, Le président du Soudan. non, c'est pas le président du Soudan. C'est un très grand pays avec 80 millions d'habitants. Oh, Égypte. L'Égypte, oui, mais qui? mais Sadat. Non, elle a été 1995, Tarek. c'est 95, alors c'est le suivant, c'est Moubarak. Moubarak, Bon. Hosni Moubarak, qui échappe donc à un attentat Il en était 1995 à Addis Abeba. Quel pays maghrébin dans lequel s'est produit une horreur, un attentat sur une plage, faisant 37 morts et 36 Tunisie blessés? tous. Bah oui, Tunisie en tous. 2015, c'est une bonne réponse, évidemment. On se souvient de ces images horribles. Bah, c'était dans la foulée des attentats de Paris. Exact. Je cherche maintenant un poète, mais aussi homme politique français, né en 1913 en Martinique. Aimé Césaire. Césaire. Aimé Césaire, bravo Tarek. Bonne Oh. réponse. Aimé Césaire. Je me tais, L'ex- Philippe, je me tais. L'excellent Aimé Césaire, voilà, qui est né en 1913. Bon, voilà, il n'y est plus évidemment, mais il est né en Martinique donc le 26 juin 1913. Question provocation. Y a-t-il une statue en France d'Émile Césaire? Ah, bonne question. Je ne pense pas. Pas à ma connaissance. Après, je ne sais Il pas. n'y en a pas. Il y en a Donc pas. on peut pas la déboulonner. Non. On n'est pas responsable de la colonisation, mais Césaire. Non, bien sûr. Non, mais on parle des statuts là, de ceux qui veulent déboulonner par rapport à celles et ceux qui ont fait des méfaits dans l'histoire de France, etc., des personnalités à qui on rend hommage, et donc il y a une espèce d'opération qui se met en place pour tenter de déboulonner ces statuts. D'ailleurs, ça a provoqué un débat houleux avec notre ami Nadir Kaya hier sur le plateau de Morandini. C'était très chaud. Je connaissais mon Nadir très respectueux, tout ça. Il l'était d'ailleurs, mais il était face à quelqu'un qui l'a vraiment manqué de respect. Et Nadir, faut pas trop le chauffer. Bon allez, faut pas trop chauffer la pub, parce que sinon elle n'attend pas. On est de retour très vite avec Olivia Zemmour en direct sur France Maghreb 2. On va parler de la manifestation nationale pour protester contre l'annexion de la Cisjordanie le 1er juillet prochain par Israël. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. D'ailleurs, monsieur Mami, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de déboulonner les statues? À titre personnel, je suis contre qu'on douche quoi que ce soit et qu'on déboulonne le statut. Par contre, je suis pour qu'on crée deux choses nouvelles. La première chose, c'est qu'on mette une plaque avec les actions positives de la personne
et puis les actions négatives. Et éventuellement, comme les jeunes sont plus modernes et ne lisent pas les plaques, on pourrait faire le fameux QR code de manière à ce que quand on se met dedans, on clique et on se retrouve avec une page Wikipédia qui raconte l'histoire du personnage. Et là, on peut découvrir, par exemple, que un grand général qui a sauvé le nord de la France dans une des guerres a été le massacreur du Sénégal, des Sénégalais. Et donc, comme ça, les jeunes, quand tu regardes, de suite, ils ont les deux facettes des bonhommes, parce que déboulonner, ça veut dire faire oublier, cher Christophe, et faire oublier, ça veut dire que tourner la page sur les souffrances des uns et des autres. Donc, il faut la garder, mais la préciser. Philippe, pour ou contre le déboulonnage des statuts, ce qui semble être un petit peu d'actualité en ce moment? Je voudrais juste dire qu'à la fin de la guerre, on n'a pas hésité à déboulonner et à enlever des plaques qui pouvaient citer le maréchal Pétain quelque part. Hein. Donc on a occulté une partie de l'histoire. Mais je rejoins Tarek sur ces personnages comme tu vois Colbert, qui a été quand même le fondeur du Code Noir, mais qui a été aussi le réformateur et qui a été ministre à la mort de Mazarin, qui a été ministre de Louis XIV et qui a été un des réformateurs et un des premiers à nationaliser des entreprises, hein, tel est le mot en France, et donner une force supplémentaire. Mais il était précurseur de l'Empire par la colonisation, la spoliation et la réduction à l'état d'esclave d'êtres humains. Ouais. Donc, on voit quand même que ce sujet. Mais il faudrait que ça soit aussi enseigné à l'école, tu vois, ça suffit. Voilà, c'est ça. L'école a toute sa place quand même. Tarek, Philippe, on parle de déboulonner les statuts. L'idée est intéressante, effectivement, de mettre le CV, en quelque sorte, le parcours de l'individu en question. Mais aussi, les écoles doivent, c'est impératif, instruire les plus jeunes, nos enfants, sur justement ces personnages, qu'on ne s'y trompe pas. Tout à fait. Voilà. Dites-nous d'ailleurs mais l'idée de Tarek est très bonne, hein, l'histoire du QR code, ou pourquoi pas, allez, soyons futuristes, mais tu vois, une sorte d'hologramme qui raconterait l'histoire, ou alors, tu vois, un écran en français avec des trucs de plexi qui montrerait des vidéos en continu sous forme de documentaire. Ouais. Voilà. Il y a aussi, voilà. Alors, dites-nous d'ailleurs si vous êtes pour ou contre le fait de déboulonner les statuts sur Facebook. Vous commentez, bien sûr, vous connaissez le principe. On vous lit, bien entendu, les amis, sur Facebook, en live. Partagez le live. La liberté d'expression, évidemment, perdurera. Nadia, elle est pour déboulonner, hein. Ah, Nadia veut déboulonner, elle. Ouais. Alors, pourquoi, Nadia? Dis-nous pourquoi tu veux déboulonner. Une bonne idée, Nadia. Moi, pour s'ils sont acceptés, pas expliquer qui est l'énergumène exposé, sinon je suis anti-statut. Elle est anti-statut tout court déjà, parce que ça. Ah oui, bah déjà ça part mal. Ça n'a rien déboulonné, mais plutôt raconter l'histoire. Tu vois, Enya, on a deux avis qui. Je suis pour à 100% Abdelwahid et Nosier pour visiblement le déboulonnage. Monsieur Mamie, il vaut mieux de véritables livres d'histoire que de morceaux de bronze, non, point d'interrogation. Et il faut les deux. Il faut les deux. Parce que vous avez nos jeunes Français, ils vont à l'école, et puis une fois qu'ils ont quitté l'école à 18 ans ou à 24 ans, ils peuvent oublier ce qu'ils ont appris à l'école. Alors que cette statue qui a été construite, qui a coûté de l'argent pour tout le monde, si on y rajoute le code, si on ajoute un film sous plexiglas, si on ajoute la plaque, d'abord, ça oblige à ce que les livres d'histoire dans les écoles soient conformes au statut. Et deux, ça permet à tout passant. Vous avez un truc, quand vous passez dans certaines rues de France, vous trouvez le nom d'une rue avec le nom d'un personnage sans aucune indication. Moi, j'habite dans une rue qui s'appelle la rue Axo, c'est marqué rue Axo. Et j'ai été, par curiosité, chercher qui c'est ce monsieur Axo pour découvrir dans les livres d'histoire, comme dit Nadia, que Axo était un général dans une guerre française. Si on mettait ces informations sur les plaques de rue, et si on les mettait sur les statuts, on aurait peut-être un peu plus informé, je ne dirais pas éduqué. Et si, parce qu'il y a par exemple les lycées Bugeaud et les rues Bugeaud, si on mettait dessous Bugeaud, celui qui a enfumé et tué des Algériens dans les grottes, ben les gens disent Bugeaud, c'est un salopard, c'est terminé. Ouais, non, je vois très bien le principe et moi ça me paraît cohérent. En tout cas, effectivement. Vous pouvez continuer de nous donner votre avis.
Je sais pas si Medjed a fini la pub. Visiblement non. Il est toujours en ligne, hein, Philippe. Affirmatif, ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Donc Medjed nous prévient dès que la Et pub nous se sommes termine. de retour sur France Ah. Maghreb 2, dans le grand forum. Désolé pour les blancs, c'est indépendant de notre volonté. Nous sommes de retour avec Comment vous. ça, c'est quoi cette histoire de blanc, Medjed? Les blancs, mais Tu sais que c'est pas très tendance en ce moment. Ah Hein. bah, Faut faire tiens, attention au mot que t'emploies, mon ami. il sait se débourrider, le mec. Pour les blancs. On a vraiment des soucis par rapport à ça, mais j'espère que ça va se régler rapidement. En tout cas, on est en direct sur l'antenne de France Maghreb 2. Merci, Medjed. Merci à tous. Tu nous préviens dès que Olivia est en ligne avec nous, mon cher Avec Medjed. Oui, tout à fait. Olivia Zemmour d'Europe Palestine. Voilà. Capgipo, Euro-Palestine, qui organise. Enfin, je sais pas si c'est d'ailleurs eux qui organisent Tarek, je sais pas. Qui organise cette manif de demain? Tarek. Oui. Alors, Ah, je vous suis là, demandais, cher Christophe. est-ce que vous savez qui organise la manifestation de demain? J'ai pas regardé, je vous avoue. moi, j'ai une affiche, il y a marqué Grande Marche Solidaire, Stop Annexion, Palestine vivra. Et le 27 juin à 15h à Paris-Barbès. J'ai pas d'autres. Il n'y a pas les organisateurs. Ah si, c'est Seigné LDJ. Je connais pas. Quoi? Non, c'est Non, arrêtez, conneries. je sais pas, il n'y a pas de truc. Justement, Il n'y a pas d'organisateur. Ah oui, mais C'est qui, Tarek? Alors, il y a beaucoup d'associations, cher Christophe. Oui. Il y a beaucoup. Alors, Coupez donc, votre retour, cher notamment la Tarek, radio, parce que sinon ça va être compliqué pour Euro-Palestine. vous. Si vous avez un casque ou quelque Parce chose. que non, c'est très compliqué parce que j'ai un mauvais son sur le retour de Facebook. Donc, je suis en train de chercher l'équilibre entre les images et le son, comme la semaine dernière d'ailleurs. Et vous avez la FPS et vous avez donc Ah, la plusieurs FPS, d'accord. associations. Dans la liste, on va la faire défiler. Voilà. D'accord. La FPS, donc, qui est Est-ce que l'association. Olivia est arrivée France Presse spécialisée. Non, pas encore. Elle arrive bientôt. Alors, on parlait pendant la pub, mes amis, vous qui nous rejoignez à la radio, vous qui nous écoutez sur France Maghreb 2, et on vous en remercie d'ailleurs, en ce vendredi, avec un bon programme, les amis. On va pouvoir se régaler de bons débats en perspective auxquels vous pouvez participer en vous connectant sur les Facebook respectifs de France Maghreb 2 et de Christophe Le Grand Forum pour commenter, partager, liker. On compte sur vous. Et on parlait donc du fait de déboulonner les statuts. D'ailleurs, je crois que le président s'était exprimé sur le sujet en disant qu'il n'y aura aucune statue qui sera déboulonnée. C'est ce qu'il avait dit. Je crois qu'il y a une statue à l'Assemblée nationale qui a subi quelques tags, il me semble. C'est celle de Colbert. Voilà, celle de Colbert, qui a été quelque peu abîmée, visiblement. Voilà. Donc voilà, vous pouvez nous donner votre avis aussi, si vous voulez nous appeler au 01 40 33 9000. Faut-il ou pas déboulonner les statuts? Ça a déjà répondu un petit peu sur Facebook et en live, et les avis sont un petit peu partagés, on peut le dire. Hein, Philippe, c'est voilà, c'est oui, non, mais c'est très partagé. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc il y a débat, le débat est ouvert. Sur les livres d'histoire non sélectifs. Khadija, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour. Non, un procès, une documentation. Sachez que Colbert est traité d'antiracisme. Enfin voilà, des débats bien ouvert, large, bien fourni. Effectivement. Alors, nous serons dans un instant avec Olivia Zemmour, donc d'Euro-Palestine Capgipo, pour parler de cette manifestation demain nationale, donc pour protester contre l'annexion annoncée d'Israël par Israël le 1er juillet prochain par de la Cisjordanie. D'ailleurs, cher Tarek, j'ai lu quelque part que le chef du Mossad était venu apporter un message au roi Abdallah de Jordanie. Vous confirmez? Cher Tarek, quelques soucis de connexion avec Tarek. Mamie, vous l'entendez? Alors, ouais, voilà, oui, c'est bon. alors je confirme d'abord que il y a une salle ou un amphithéâtre qui s'appelle Colbert à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Ouais. Et que déjà avant le confinement et avant donc le rebondissement de l'affaire Adama, il a été décidé de changer le nom de cet amphithéâtre. Et c'était dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté de parole retrouvée par les femmes. Et donc il y a une statue qui a été changée à l'intérieur de l'Assemblée par la première féministe française, Madame de Gouze de quelque chose. Et donc en fait l'histoire est en marche. Et aujourd'hui, il y a deux inconvénients. Joli. Un, on ne peut pas écrire l'histoire d'aujourd'hui. On ne peut pas parler d'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui, mais on doit analyser l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui.
sur cette question de boulonner ou pas. Donc, il faut que les gens sachent qu'est-ce qui a été fait dans leur histoire, mais qu'ils le lisent d'autrement. D'habitude, on a l'habitude de dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui, il faut que l'histoire soit écrite par les historiens et par le peuple. Et pour revenir donc sur Israël et l'annexion, une grande partie de la presse israélienne, notamment la presse de gauche, est contre l'annexion. Il y a même un article dans Haaretz qui a été publié et qui dit qu'en définitive, c'est lui qui décide de tout depuis quelques années et depuis l'élection de Trump. Ce n'est plus le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou son rival, mais c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, celui qui a forcé donc le transfert de l'ambassade, c'est lui qui pousse pour l'annexion. Je vous expliquerai plus tard pourquoi lui il le fait, mais aujourd'hui, effectivement, Israël a la quasi-certitude que l'annexion de la Cisjordanie va fâcher donc la Jordanie qui risque de couper les relations diplomatiques. Et on peut se dire pourquoi un pays réactionnaire comme la Jordanie aurait une position forte, cher Christophe, parce que la Jordanie, elle a la responsabilité juridique sur l'esplanade et sur la grande mosquée donc, de Aqsa depuis 1967. Ouais. Et donc, elle se retrouverait sans cette autorité morale et surtout, elle se trouverait avec une frontière directe avec Israël, encore une, puisque la partie de la Cisjordanie, pour le moment, elle est donc sous l'autorité palestinienne. Et si elle venait d'être annexée, elle deviendrait sous souveraineté israélienne. Et donc, la quasi-totalité de la frontière entre la Jordanie et Israël serait sous autorité israélienne, ce que la Jordanie ne peut pas accepter pour des raisons stratégiques. Quelles sont ses marges de manœuvre à la Jordanie, justement, hormis le fait de couper les relations diplomatiques? Il y a un petit décalage. Tarek? Elle est dans un dilemme économique, puisque les Américains lui versent une subvention, d'ailleurs, comme ils versent à l'Égypte, et il faut qu'elle puisse calculer comment faire pour ne plus recevoir la subvention américaine qui est conditionnée par les bonnes relations avec Israël et survivre. Alors, alors le problème, c'est qu'elle ne peut se tourner ni sur le Qatar, ni vers le Qatar, ni vers les Émirats arabes, les deux ennemis de la région, puisque les deux coopèrent avec Israël. Donc, elle a plus un problème économique qu'un problème politique, parce que politiquement, la majorité des Jordaniens sont d'origine palestinienne, voire palestiniens, et sont contre donc, les relations avec Israël, mais il y a le drame économique, et l'économie impose plein de choses. Alors, ma question différemment posée, quels sont les alliés de la Jordanie? Aucun. Ah oui, sauf donc ça va être trop compliqué là. Voilà, sauf si la Jordanie accepte d'avoir pour alliés, rester assis, l'Iran et le Hezbollah. Ah oui, là, ça risque d'être très compliqué, effectivement, dans les deux cas. Bon, oui, mais Jahed, je crois que Olivia Zemmour est avec nous. Tout à fait, elle est avec nous en direct sur France Maghreb 2. Bonjour Olivia Zemmour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Tarek Mami est aussi de la partie, chère Olivia. Bonjour, alors demain, Tarek. On en parlait évidemment avec Tarek il y a quelques instants. Demain, mobilisation importante à Paris, à l'échelle nationale, au départ de Barbès, pour protester contre l'annexion de la Cisjordanie le 1er juillet prochain par Israël. Oui, mais je veux dire contre l'occupation, contre le camp de concentration de Gaza, contre l'étranglement des Palestiniens d'une manière générale. L'annexion, c'est tellement gros, si vous voulez, qu'on a même du mal à y croire les uns et les autres. 30%, c'est les terres les plus fertiles de la Cisjordanie, la vallée du Jourdain. Et bon, les gens se disent, bon, c'est pas possible, c'est un coup de bluff. C'est vrai que même si Netanyahou décrète cette annexion, elle sera pas reconnue au niveau du droit international par qui que ce soit, ni l'ONU, ni le machin, c'est-à-dire que ce qui s'appelle aujourd'hui une colonie illégale, même si elle est annexée, continuera à s'appeler une colonie illégale. Et je veux dire, l'idée de Netanyahou de faire accepter que finalement c'est Israël, que bon, ça a été un coup de force, mais que après, comme ils ont dit déjà par le passé, bon, les plus vieux mourront, les plus jeunes oublieront. Ça, je pense que ça va pas se faire.
si vous voulez, mais c'est pas une raison parce que ça va pas se faire et qu'il va y avoir de la résistance de tous les côtés. Vous entendez parler de la Jordanie, mais la Jordanie, 60% des gens qui vivent en Jordanie sont des Palestiniens eux-mêmes et soit réfugiés, soit qui ont acquis la nationalité jordanienne, mais qui sont des gens qui viennent de Palestine, dont les parents sont nés en Palestine, dont voilà une grande partie, etc. Ça va pas passer comme une lettre à la poste. Le problème, c'est qu'on a quand même un message à faire passer à nos lâches de dirigeants, de gouvernants, etc., qui ont dit du bout des lèvres, ah non, c'est pas bien, faut pas faire ça, mais faut pas faire ça. Et s'il le fait, quoi? Il n'y a rien au niveau des sanctions annoncées. Donc, il faut pousser vers les sanctions. Et c'est pour ça que c'est très important d'être à cette manifestation demain, parce que, bon, et les renseignements généraux ont dit à la préfecture, qui nous l'a dit au moment de la négociation de notre parcours, ils ont refusé qu'on aille à Châtelet, qui nous envoie de Barbès à Nation en disant vous allez dépasser les 5000. Alors vous savez, du coup c'est plus les mêmes règles et puis on pourrait même vous l'interdire. Ben, on est gentil, on vous l'interdit pas, mais voilà, vous prenez ce parcours-là et sinon, bon. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement mobilisés, qui vont venir, y compris en famille, et qui ont envie d'exprimer que non, pas n'importe quoi, et que la Palestine, c'est pas juste un sujet de politique étrangère. La Palestine, tout le monde sait que c'est à la fois, je dirais, un laboratoire des gens qui servent de cobayes, les Palestiniens, pour tout ce qui est ensuite vendu comme armes, comme technologie d'espionnage des populations, de profilage raciste, etc. Et les gaz lacrymogènes de plus en plus toxiques, tout ça, ça nous vient d'Israël. D'autre part, là, s'il y a une négation des droits de l'homme et du droit international et que ça passe comme une lettre à la poste, il faut bien voir que Israël, c'est toujours le fer de lance de ce genre de changement. Et donc, ça veut dire que nous, on pourra difficilement ensuite réclamer que nos droits soient respectés, droits de l'homme, droit international. Donc, je crois que ça... Olivia, oui. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent, qui pensent depuis longtemps qu'effectivement, il est intéressant d'aller manifester pour dénoncer, mais quand on voit, et vous l'avez dénoncé à juste titre, l'attitude de nos dirigeants, qu'est-ce que nous, gens du peuple, ça va changer le fait d'aller manifester demain à Paris? Écoutez, je pense que les jeunes qui ont manifesté, parce qu'ils étaient en majorité jeunes contre les violences policières, sont en train d'obtenir d'autres comportements de la police et que ça ne se passe plus de cette manière et dans les quartiers et pas simplement, voilà. Je veux dire que, et je crois que si on ne dit rien, si on accepte tout, si on ne manifeste pas, si les soignants ne sortent pas, je veux dire, bon, quels sont le pouvoir de la rue, si vous voulez, à partir du moment où on sait que les grands médias, faut pas les appeler les merdias, c'est pas poli, mais enfin, je veux dire, les médias, on va dire, dominants, ne relayent pas les protestations des gens quand il n'y a pas au gouvernement, on sait tout ça, mais est-ce que vous avez une autre solution? Nous, on en a une, et on en a parlé l'autre fois pendant longtemps sur votre antenne, c'est le boycott. Et le boycott, ça fait beaucoup de mal à l'Afrique du Sud, et c'est en train d'en faire, pas ça va en faire, c'est en train d'en faire énormément à Israël, et pas uniquement, et je dirais même pas essentiellement en termes économiques, mais en termes d'image, en termes de gens qui ne veulent plus avoir affaire avec Israël, qui ne veulent plus, quand ils sont professeurs d'université, accepter des stagiaires et des échanges universitaires avec Israël. Et à tous les niveaux, vous avez les jeunes juifs américains sur les campus qui auparavant étaient pro-Israël à 100%, qui maintenant ont pris leur distance et trouvent que Israël c'est horrible, ça leur fait penser à l'apartheid, à l'Afrique du Sud, etc., à tout ce qui est colonisation, et ils s'en détachent. Les choses sont en train de bouger et c'est le boycott qui fait ça. Et comme on en a parlé la dernière fois, nous sommes en train de remporter victoire sur victoire. Après cette énorme victoire à la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que on a le droit d'appeler au boycott d'Israël, on a le droit d'appeler au boycott des produits israéliens, et que l'État français a été condamné
pas seulement parce qu'il n'a pas respecté la liberté d'expression, ça a été beaucoup plus loin comme jugement. C'est un jugement qui a dit, vous avez supprimé aux gens la possibilité de faire de la politique. Parce que quand ils appellent au boycott, c'est politique. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont pas d'accord avec le non-respect du droit international par Israël, etc. Et vous voulez essayer de les rabaisser à des gens qui seraient antisémites, discrimination, incitation à la haine, et nier leur droit à la politique. C'est très, 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 très important. Hein. Les attributs de ce jugement sont au moins aussi importants que sa conclusion et que la condamnation à 100 000 € de l'État français, etc. Et derrière, on a vu tout de suite déjà une première conséquence de ce jugement. Vous avez vu que la loi Avia sur les contenus haineux, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et la responsabilité qui était donnée aux grandes plateformes Internet, YouTube, Facebook, Google, etc., d'enlever dans les 24 heures tout contenu qui leur serait signalé comme étant un contenu haineux, alors n'est-ce pas, par qui vous voulez, par qui est très respectable au CRIF ou ailleurs. D'ailleurs, c'est le vice-président du CRIF, Gilles Taïeb, qui a coécrit cette loi. Eh bien, ils ont été retoqués. Le Conseil constitutionnel, qui a vu passer le jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, a dit de toute façon, il vaut mieux qu'on casse nous, parce que de toute façon, ça va être cassé sinon derrière. Et donc, ça y est, cette loi, elle a beau avoir été votée, d'accord au forcing, mais votée au Parlement, elle est nulle et non avenue, elle n'existe plus. Et les choses bougent. Donc, quand vous dites qu'est-ce que ça va changer, qu'on soit nombreux à être dans la rue et dire ça nous importe, on s'en fiche pas, alors que vous pensez qu'on a tellement de galères personnelles les uns et les autres et tellement de choses à gérer avec en ce moment les licenciements, les infirmières, les machins, etc., qu'on va pas en plus s'intéresser à la Palestine. C'est ce que voudrait Israël, c'est ce que voudraient nos gouvernements. Alors, demain, Olivia, à Paris, pour cette manifestation nationale, c'est au départ de Barbès, direction la Nation. C'est à quelle heure? 14h30, c'est ça? Alors, on se met en marche à 15h. Ça veut dire, nous, on y sera en fait dès 14h pour bien, je dirais, préparer la musique, les banderoles, les camions sonos, toutes ces choses-là. Et je pense que les gens vont arriver à 14h et trouveront déjà beaucoup de choses sur place. On a même un petit groupe musical qui commencera à 14h sur notre plateau camion. Mais le départ ne se fait pas avant 15h de Barbès pour aller ensuite vers République, Nation. Donc, c'est important. Ça ne fait pas plaisir au lobby pro-israélien qui a tout fait pour que cette manif n'existe pas. Eh ben, elle est autorisée, elle va avoir lieu et il faut qu'on soit très nombreux. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver aussi dans des guerres. Vous savez qu'il n'y a pas plus bête en guerre que Israël. Et donc, toutes ces guerres, je veux dire que ce soit, vous entendez parler tout à l'heure de l'Iran, du Hezbollah, du machin, mais en fait, ils sont en guerre contre tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas à leurs genoux, ils voudraient déclencher des guerres. Et les guerres, c'est pratique. On en profite pour vendre des armes, pour les utiliser, pour refaire des stocks, et aussi pour mettre les projecteurs d'un autre côté. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils veulent avec l'annexion? L'annexion, ils veulent pas, c'est pas, je dirais, comme en Algérie, je veux dire, c'est pas une colonisation où on se dit on va exploiter de la main-d'œuvre bon marché. Ils ont dit, Netanyahou a été très clair, tout ce qu'on va annexer, en gros, on veut plus de Palestiniens dessus. C'est-à-dire qu'ils prennent leur clic et leur claque, ils partent. Ils n'auront pas de droit, qu'ils ne s'imaginent pas parce que ça va s'appeler Israël d'après Netanyahou, qu'ils vont avoir la nationalité ou la citoyenneté, plus exactement, parce qu'il n'existe pas la nationalité israélienne, la citoyenneté israélienne. Ils n'auront aucun droit. Donc, ils peuvent partir ou mourir. Donc, vous entendez ça, vous descendez pas dans la rue, vous dites rien. Parce que si vous avez d'autres options que de commencer par faire une grosse manifestation et montrer qu'il y a beaucoup de gens de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les professions qui viennent dire non, je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ben, ça passe comme une lettre à la poste, on peut y aller. Tarek Mami, vous avez écouté attentivement Olivia Zemmour, petit complément. Pourquoi il faut se déplacer demain, vous qui avez, vous, à titre personnel, participé à de nombreuses manifestations pour la Palestine? Est-ce que vous y croyez encore à ce type
d'action, cher Tarek? Alors, je rejoins l'analyse d'Olivia, j'y ajoute peut-être des guillemets. Il faut à la fois aujourd'hui de l'action citoyenne dans la rue, de la visibilité. Chère Olivia, je vous suggère moi d'utiliser le mot que nous utilisons à France Maghreb 2 parce que c'est une radio familiale. Donc nous parlons de médias mainstream parce que nous ne reconnaissons pas le terme de grands médias et nous ne voulons pas utiliser l'autre terme qui n'est pas familial et des oreilles de nos petits-enfants qui écoutent la radio avec leurs parents restent chastes et on y tient. Donc, il faut à la fois les marches dans la rue pour la visibilité médiatique. Oui, c'était. Je parle des médias dominants. Je dirais que les médias dominants, vous les appelez comme vous voulez, c'est la traduction de mainstream qui est un mot anglais. Et moi, j'ai traduit en français. Voilà, donc médias dominants, médias mainstream. Donc, médias, en fait, les médias qui vont tous le même discours politique, toujours dans le même sens. Moi, je les appelle d'ailleurs les médias monothématiques, parce que s'il y a une chose ou un événement qui se passe en France, les quatre télévisions d'information continue passent tous les quatre toute la journée sur ce sujet-là uniquement. Et moi, en tant que journaliste, ça me refuse. Je reviens à l'essentiel. Les appels des chiens de garde. Allez-y, Tarek. Des chiens de garde. Les chiens de garde, c'est-à-dire qu'ils sont. Et donc, je reviens. Voilà, si vous voulez. Moi, je reviens sur le sujet qui nous intéresse le plus, donc la Palestine. À mon sens, aujourd'hui, il faut à la fois les manifestations de rue pour la visibilité médiatique, surtout qu'aujourd'hui, chaque manifestation est reprise sur les réseaux sociaux par les participants. Et donc, ça amplifie la visibilité et peut-être un peu la prise de conscience. Mais aujourd'hui, toutes les démarches judiciaires sont aussi importantes, voire plus, puisque comme l'a dit tout à l'heure Olivia, la grande victoire obtenue la semaine dernière sur le boycott du côté de la CDH est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser à l'adversaire d'espace pour bouger. L'espace médiatique, il l'a occupé pendant 30 ans. On lui dit aujourd'hui, c'est fini. L'espace est partagé par vous, mais par nous. Et comme nous avons raison, nous finirons par avoir raison, mais aussi l'espace judiciaire, parce que la décision de la semaine dernière, en cassant de fait la circulaire de Mario Alliot-Marie et celle de Mercier, on voit le discours politique, c'est que vous ne pouvez plus aujourd'hui adopter n'importe quelle loi pour nous faire taire. Nous avons le droit, nous avons la loi un peu, le droit beaucoup avec nous. Et donc, c'est pour ça que demain, il faut que tous ceux qui ont même 10 minutes, même 15 minutes, fassent un tour sur le trajet entre Barbès et Nation pour participer, j'allais dire, pendant quelques mètres pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, cette question, comme on l'a dit la semaine dernière, cette question n'est pas une question d'arabe, de musulmans ou de je ne sais pas quoi. Elle n'est ni religieuse ni ethnique. Il s'agit d'un refus de colonisation, comme nos ancêtres de toutes parts ont refusé la colonisation de l'Algérie, et comme nous tous, donc nous avions refusé l'apartheid en Afrique du Sud. Et moi, je vous l'ai dit ici, et je le dis d'ailleurs à des copains, j'allais dire juifs de France, ou à des Israéliens que j'ai rencontrés lors de mon reportage, c'est que moi, je ne voyais aucun inconvénient à participer dans les années 70 dans les manifestations. À l'époque, ça s'appelait les manifestations pour le refusnik. Les refusnik, les jeunes aujourd'hui ne le savent pas, les anciens ont plus ou moins oublié, c'était les juifs de l'URSS qui n'étaient pas d'accord avec la politique de leur pays, l'URSS, et qui voulaient émigrer soit en Occident, soit en Israël. Et il y avait beaucoup de manifestations pour le refusnik, et j'ai participé à celle-là. Donc notre participation est une participation pour le droit du peuple palestinien, qui doit avoir les mêmes avantages, j'allais dire, et les mêmes inconvénients que tous les peuples. Et je ne vois pas pourquoi nous, on aurait la chance en France de contester les décisions de nos gouvernants en allant au Conseil d'État, en allant aux tribunaux, et que les Palestiniens, ceux qui ouvrent la bouche, reçoivent donc plus que de la matraque, puisque cette tactique d'étranglement qui a tué, je ne dis pas assassiné, qui a tué en France et aux États-Unis, c'est une pratique qui a été créée, si j'ai bien compris,
par l'armée israélienne et qui est utilisé jusqu'à il y a 3 jours en Israël contre les Palestiniens. Olivia, un dernier petit mot pour demain, effectivement, 15h, au départ de Barbès jusque Nation. Oui, je peux dire deux, trois petits trucs par rapport à ce qu'a dit Tarek. Rapidement, on a 1 minute, Olivia. D'accord. Alors, je voudrais dire que quand on dit c'est important l'action judiciaire, elle ne tombe pas du ciel. C'est une action judiciaire qui vient après des actions de boycott qui ont valu des procès à des militants, et ces militants ne se sont pas laissés faire, donc ils ont été en justice jusqu'au bout et ils ont gagné. Mais c'est sur la base de quoi? C'est sur la base d'actions de consommateurs qui, quand ils vont dans les magasins, refusent d'acheter et le disent. Moi, quand je rentre dans une pharmacie, je dis, je refuse que vous me donniez le générique Teva, d'accord? Eh ben, je suis mise en examen par Teva et je gagnerai parce que c'est un motif politique et que justement la CEDH vient de légitimer le boycott et l'appel au boycott. Très bien. De manière pacifique et pour des raisons juridiques. Et quant aux refusniks, il ne faut pas en parler au passé. Il y a des refusniks, des jeunes Israéliens opposants qui sont à l'heure actuelle encore dans les prisons israéliennes, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui refusent d'aller faire le service dans une armée d'occupation dans leur... Tout à fait. Merci beaucoup Olivia. Rendez-vous demain à 15h. Place Barbès. Même un peu avant si vous voulez. On vous évidemment. Merci beaucoup Olivia, la grande combattante de cette belle cause qu'est la Palestine. À bientôt. Merci Olivia. À quelle heure la conférence de presse? Il y a conférence de presse avant ou pas Olivia? Elle est partie. Si mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à partir de 14h sur place. Voilà. D'accord, il n'y a pas de conférence de presse, mais voilà. 15h le départ. Merci Olivia, à demain. Voilà. Allez, pub les amis, on est de retour dans un instant et on ouvre le dossier Éric Zemmour. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ah, c'est ça la question que j'ai oublié. Pourquoi justement qu'est-ce que tu voulais poser comme question, Philippe? Non, mais justement, là, j'ai fait une erreur journalistique de fou. Là, je vais rendre ma carte. Ah, c'est grave. Je voulais savoir si elle a un lien de parenté avec Éric. Éric qui? Zemmour. Mais non, c'est Zemmour. Olivia Zemmour, Éric Zemmour. Ouais, c'était de l'humour, mais je suis en fin de semaine. D'accord. C'est de l'humour du vendredi, on va dire. Pré-Shabbat, donc excusez-moi. C'est ça. Alors, dans un instant, Éric Zemmour, justement, on va s'y intéresser. Mais Jess, tu peux couper ta musique, ce serait sympa. Merci. Alors, Tarek, je posais la question à Olivia parce que finalement, moi, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont un petit peu, comment dirais-je, fatigués de ces manifestations qui n'ont malheureusement rien donné. Je ne dis pas que ça sert à rien, au contraire, je serais le premier à y aller peut-être. Mais comprendre aussi que ces gens en ont marre, justement, en se rendant, on se souvient en 2014 ce qui s'est passé, Tarek. Les images de ces gamins sur la plage que TF1 avait diffusées, et là, d'un seul coup, il y a une grosse mobilisation. Moi, je suis un peu inquiet quand même de ces gens qui effectivement, pour la bonne cause, militent pour la justice et pour la Palestine, ont besoin d'images de TF1 ou de grandes chaînes pour se mobiliser. La Palestine, c'est tous les jours, les répressions. C'est tous les jours, comme on le rappelle, la clé d'étranglement, l'humiliation, les enfants emprisonnés, j'en passe, c'est des meilleurs. Et c'est pour ça que demain, j'ai peur. Vous avez tout à fait raison, mon cher Christophe. Merci, la belle histoire. Tarek, est-ce que vous pensez quand même que demain, en fait, il y aura foule? Non. En fait, les gens fonctionnent à l'émotion. Quand il y a effectivement la guerre à Gaza et qu'on voit les images des bombardements, les gens sont sensibles et descendent. Et moi, qui ai vécu l'invasion de l'Irak par l'armée américaine en 2003, de mémoire, j'ai vu comment les citoyens français et une partie de la communauté maghrébine étaient tous les samedis dans les manifs et dans les émissions des radios et tout ça. Et j'ai vu surtout que la semaine suivante, le samedi qui a suivi le mercredi où Bagdad est tombé, il n'y avait plus personne dans la manif. Donc malheureusement, les gens fonctionnent plus à l'émotion. À l'émotion. C'est pour ça que je dis qu'il demain, vous pensez qu'il y aura du monde, Tarek? Moi, je pense qu'il y aura 10 000 personnes à vue d'œil. Ah, ce qui serait une belle réussite déjà. On était plutôt à 1000, 1500. Ce serait une réussite parce que là, dans ces dernières années, on était plutôt à 1000, 1500. Mais je me rappelle, par exemple, que quand Arafat est venu
la première fois en visite officielle à Paris à l'invitation donc du président Mitterrand en 1983 de mémoire. Le CRIF et tous les lobbies étaient contre cette venue et il y a eu une manifestation monstre de l'ordre de, je ne sais pas moi, 80 000 ou 100 000 personnes dans la rue. Et d'ailleurs, la manifestation n'a pas été autorisée à la place de la République, elle a été autorisée de mémoire à la place d'Enfer Rochereau, donc très très loin des lieux de manifestation usuels, parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, en tout cas, je pense que beaucoup de ceux qui ont arrêté d'aller aux manifestations pourraient revenir aux manifestations parce qu'ils seraient encouragés par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme et retrouveraient en quelque part soit une légitimité, soit auraient moins peur d'être taxés d'antisémites. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez sur Facebook en live, on va revenir dans un instant en direct à la radio avec vos appels aussi au 01 40 33 9000. On aimerait bien vous entendre réagir à cette émission. Je salue La Belle Histoire qui est en plein travail et scrutage. Salut Christophe. Salut La Belle Histoire, ça va? Ouais, ça va. Je fais très très rapidement avant que la pub ne revienne. Effectivement, il va falloir se mobiliser pour la Palestine, ça c'est très très important, et surtout pour la mosquée, la fameuse mosquée, notre précieuse mosquée Al-Aqsa. Et je pense qu'il faut que tous les fidèles, et les fidèles que nous sommes et les fidèles qui sont là-bas, doivent jouer vraiment en agent d'assurance. Vu le nom de la mosquée, ça me paraît logique. Aqsa. Bon, La Belle Histoire, ça va? T'es inspiré depuis le début de l'émission? Absolument, on est en train d'écrire, ça part dans tous les sens. On revient dans quelques instants. Je suis ravi d'abord qu'il y ait une bonne connexion et que vous m'entendez très bien. On t'entend très bien, donc ça c'est un bon signe. À tout à l'heure, au travail. À tout à l'heure. Et je compte sur toi pour nous faire une belle petite chronique tout à l'heure en fin d'émission, pour nous faire une petite synthèse de l'émission. Toujours pas de retour à la radio, je crois, avec Medjed, qui va dans un instant nous donner le feu vert. Et j'aimerais que vous nous appeliez sur tous les sujets que l'on va évoquer avant qu'on reçoive notre deuxième invité dans le cadre des municipales. On sera à Crône aujourd'hui, quelqu'un qu'on connaît, Michael Damiati, qui avait pour sa première expérience été élu au premier tour en 2014. Et puis là, il se représente effectivement et il sera effectivement au second tour avec 2 personnes. Alors, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la pub. Voilà, on arrive à la radio. Vous allez pouvoir nous appeler, vous qui nous regardez en live sur Facebook, France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Vous commentez, vous likez, vous partagez, les amis, on compte sur vous. Et vous pouvez nous appeler, le numéro de téléphone à votre disposition. Medjed vous recevra 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Avec Christophe et qui est de retour pour le Grand Forum en direct sur France. Merci mon cher Medjed. Surveille le standard, cher Medjed. Prêt à accueillir nos auditeurs s'il le faut, bien entendu. 01 40 33 9000. Alors, monsieur Éric Zemmour, qui n'en est pas à sa première sortie et qui, vous le savez, officie sur une grande chaîne d'infos, sur CNews, pour ne pas la citer, tous les soirs. Il a une émission aux côtés de quelqu'un qui doit se sentir mal de jour en jour. Peut-être qu'elle en est à prendre des tranquillisants, j'en sais rien, mais elle s'est dit d'ailleurs très fatiguée sur les réseaux sociaux. Christine Kelly, ancienne membre du CSA, ça ne s'invente pas. Eh bien, pour monsieur Éric Zemmour, dans les banlieues françaises, et je vous propose de le regarder, il n'y a plus de Français. Écoutez. Dans les banlieues des grandes villes, il n'y a plus de Français. Il y a aujourd'hui, je le dis assez, les Français ont été chassés. Et donc, ils ne peuvent plus venir travailler dans les grandes villes. Et donc, on fait venir sans cesse des étrangers qui vont s'agglutiner dans les banlieues, qui vont la rendre encore plus des enclaves étrangères pour venir travailler dans les lieux des métropoles. Voilà. Alors, qu'avez-vous à répondre à monsieur Zemmour, Tarek Mami? Selon lui, il n'y a plus de Français dans les banlieues. Donc, tous ceux qui habitent dans les banlieues, on peut s'appeler Mohamed, mais tout à fait français. Mais apparemment, Éric Zemmour a du mal avec ça. Tarek? Oui, il y a un léger décalage avec M. Mami. Oui, cher Christophe, moi, je n'ai rien à répondre à Zemmour parce que quand il y a l'horreur, ça ne sert à rien de faire de la, j'allais dire, de la... Plus fort, M. Mami. Est-ce que vous pouvez parler plus fort du micro, s'il vous plaît? Un tout petit peu plus fort, M. Mami. Par contre, j'ai bien connu Mme Kelly. Oui. Si j'ai un reproche à faire dans cette émission, ça devient un reproche quotidien à Mme Kelly, pour qui j'ai beaucoup d'affection. En tout cas, j'avais beaucoup d'affection
tant qu'elle était membre au CSA, et je ne comprends pas sincèrement, je le dis tel que je le pense, le rôle qu'elle joue dans cette histoire, parce que je veux faire du racisme à l'envers. Quand on est de couleur noire, et quelqu'un vous dit devant les yeux, c'est pas normal que les blancs s'agenouillent devant le noir et que vous restez stoïque, je ne sais pas ce que vous avez à la place du cœur. Et quand ce monsieur dit qu'il n'y a plus de Français, donc on doit se sentir mal. Alors comment on les appelle? Monsieur Zemmour fait exprès de faire confondre une couleur de peau peut-être. Il aurait peut-être pu dire il n'y a plus de blancs dans le banlieue, et encore c'est faux. Mais dire il n'y a plus de Français, alors c'est quoi? Qui habite? C'est quoi la nationalité des gens qui habitent dans le banlieue? C'est soit des extraterrestres, soit des Allemands, mais on ne nous l'aura pas dit, comme dit la comédienne, on nous dit partout. Et donc, être journaliste, être responsable d'une émission, écouter non pas des bêtises, mais des grossièretés de comptoir, et ne pas réagir pour me dire, à la limite, à certains moments, Monsieur Zemmour, vous franchez toutes les bornes, arrêtez de dire des conneries parce que c'est comme ça, c'est pas normal. J'ai vu, je ne vois pas cette émission, mais comme je connais Harold, qui est le journaliste qui intervient de temps en temps dans cette émission, j'ai été surpris il y a 2 ou 3 jours, on m'a envoyé un extrait, et quand Monsieur Zemmour, quand il commence à parler de Poutine, de la Russie, Monsieur Harold, il dit, monsieur, je ne partage pas votre point de vue, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et ça passe normalement. Quant à Mme Kelly, elle n'a jamais contesté quoi que ce soit. À la limite, je conseillerais, moi, au patron de CNews de mettre en même temps, j'allais dire, comment il s'appelle, Pascal Pro et Mme Kelly, de manière à ce que, comme Mme Kelly, Monsieur Pro, lui, répond systématiquement, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Elle n'est même pas capable de dire, Monsieur Zemmour, je suis d'accord avec vous, ou pas d'accord avec vous. Donc, j'allais dire, il y a une espèce de gradation, une montée en charge tous les jours. Le CSA ne peut rien faire, parce que c'est le droit, c'est comme ça. Le CSA ne peut pas écrire préventivement, voilà ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Le CSA ne peut que réagir, et quelquefois mollement, une fois qu'il a été saisi par des téléspectateurs. Mais tant qu'il n'est pas saisi, il n'a pas l'initiative de la saisine, sauf dans un cas ou deux, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est contre M. Zemmour ou contre quelqu'un d'autre, où il utilise le fameux article 40 pour saisir le procureur de la République. Mais bon, quand un patron de presse met comme but de faire de l'argent en mettant 3 ou 4 animateurs qui certes drainent beaucoup d'audience et qui amènent beaucoup de pubs. Eh ben oui, mais c'est là. Ouais. Voilà, je crois que je mets le doigt là où il faut, quoi. Ah bah évidemment. Je vais faire même la comparaison. Aujourd'hui, c'est News, c'est le laboratoire qui produit, donc qui dit produire des molécules pour gagner de l'argent, et qui gagne de l'argent même quand il ne produit pas des molécules. Et CNews gagne de l'argent même quand ses émissions, pour rester poli, sont des émissions mainstream et pas des émissions de radio, comme on en rêve tous, comme on essaye, sans prétention, d'en faire un peu ici à France Maghreb 2 et dans le NGF, c'est-à-dire de donner de pouvoir, j'allais dire, des avis contradictoires. Quand je vous vois, vous, cher Christophe, invité sur un plateau ou 2 plateaux de télé, et que je vous vois tout seul avec une opinion qui est la vôtre, respectable et respectée, face à 2 personnes ou 3 personnes qui, eux, partagent à 3 le même avis, mais contre vous, donc même en termes de timing, si chacun parle 3 minutes, votre adversaire parle 9 minutes, votre adversaire divisé par 3, et vous parlez à 3 minutes, et vous ne pouvez pas dire, comme ils sont 3 et qu'ils disent la même chose, et ils en parler 9 minutes, moi aussi j'ai droit à 9 minutes. Voilà tout le déséquilibre qu'il y a dans la presse française aujourd'hui. C'est ça. Philippe. Alors, mon cher Christophe, on a... Oui, Medjed. Des auditeurs qui veulent intervenir du côté du standard et apporter une réflexion. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 et qu'on va accueillir Monsieur Tariq qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour Tariq. Oui, bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Oui. Oh là là, c'est Éric Zemmour, que dire? Qu'en va-t-on dire sur Éric Zemmour? Écoutez, vous n'avez pas l'impression que cette personne-là, en quelque sorte, a un discours logorique dans le thème central et unique, c'est effectivement les Arabes, les Noirs, ici depuis des années. Vous n'avez pas l'impression que cet Éric Zemmour, le journaliste timide
il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui faisait un éditorial. Ensuite, il est passé chez Ruquier et il a dit une sottise. Il est devenu à la chaise, généralement, des invités pour s'excuser et qu'au fur et à mesure, voilà, il devient notoire, il devient populaire. Ce Éric Zemmour, à l'instar de Bernard-Henri Lévy, effectivement, qui partagent tous les deux un dénominateur commun sur tous les deux-là, c'est de enfin montrer ce racisme intellectualisé, mentalisé, enfin pouvoir faire comme Le Pen sans faire du Le Pen, c'est-à-dire au nom de la liberté d'expression, la sémantique enrichie avec une histoire, tout ça sur un fondement historique complètement dévié de son sens. C'est clair, il n'y a jamais eu de civilisation arabe, il n'y a jamais eu de civilisation islamique, il n'y a jamais eu de savants. Tout ça, effectivement, et en plus, vous êtes bien rendu compte comment cet Éric Zemmour, quand il parle, comment il est écouté, même face à des historiens, même face à des savants, on n'ose plus le critiquer. Et ben pourquoi? Qu'est-ce que ça a donné finalement au jour d'aujourd'hui? J'aimerais vous dire, ça a donné ce que voilà, et la notoriété, et on le prétend maintenant, ça commence à faire sortir effectivement qu'il pourrait être le futur président de la République, vous n'avez pas l'impression que c'est une pure manipulation sociétale? C'est un module qui s'étudie aux États-Unis, ça s'appelle la manipulation de la masse publique. Effectivement. Alors, merci Tariq pour votre raisonnement qui s'entend en tout cas. En tout cas, ce qu'il faut se dire, Philippe, c'est qu'Éric Zemmour est loin d'être bête. Parce que beaucoup parlent d'Éric Zemmour comme quelqu'un de raciste, puisqu'il a été condamné aussi en tant que tel, et quelqu'un qui n'est pas intelligent. Non, il est tout sauf bête, Éric Zemmour. Et il y a des raisonnements qui se tiennent. Attention, c'est quand même quelqu'un qui s'appuie sur des faits historiques. Alors, il en joue parfois, mais on ne peut pas lui enlever une certaine intelligence quand même. Non, bien sûr. Il a une prose, il a une verbe, il a une façon de s'exprimer. On voit très bien qu'il a été entraîné à repousser les autres dans leur retranchement. Je ne sais pas si tu te rappelles du débat qu'il y avait eu entre lui et Yacine Bellatar. Oui. D'ailleurs, j'avais même été un petit peu déçu parce que je pensais vraiment que Yacine allait le tordre en deux. Et en fin de compte, d'avis extérieur et d'objectif, je crois que j'aurais mis un 50-50, alors que sur le papier, Yacine gagnait haut la main. Il se sert de faits, il attise, il souffle sur des braises qui existent, une colère, il y a un mélange, il y a un amalgame, et puis derrière, dès qu'il fait une déclaration, le lendemain, tu vois Odoul, tu vois Messia, tu vois Bardella, tu vois un petit peu Laporte. D'ailleurs, on voit beaucoup d'hommes au Rassemblement national. Peut-être que Marine n'aime pas la concurrence. Tu vois Chénieux, tu vois Ravier, enfin voilà des gens qui en plus eux ils sont propulsés par des Estrosi, par des Ciotti, par des Morano, Rotailleux, enfin voilà il est en train de surfer sur un truc qui je pense qui est pas majoritaire mais qui est pas loin de 40-45%, le racisme réel, le racisme social, et on en a fait un mélange. Il souffle sur des braises, quoi. Mais non, je sais même plus des braises. Là, ils jettent des jerrycans sur un truc qui a pris. Ouais, c'est ça. Bien, mon cher Christophe, on va avec les auditeurs au 01 40 33 9000, et c'est Anis qui nous rejoint de Neuilly. Bonjour Anis. Neuilly lequel? Neuilly-sur-Marne ou Neuilly-Plaisance? Sur Seine. Non, Neuilly. Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, d'accord. On est chez Nicolas. Non, chez Olivier Besancenot. Oui, en fait, bon, moi, je ne m'identifie pas trop à lui, pour tout vous dire. Mais, non, ça c'est votre choix. Ah, mais votre facteur, c'est Olivier Besancenot ou pas? Pardon, excusez-moi? Votre facteur, c'est Olivier Besancenot ou pas? Il m'est arrivé de l'entrevoir, mais pour vous dire, je suis souvent en déplacement, donc je n'ai pas eu l'occasion de lui adresser la parole, on va dire. Alors Anis, on vous écoute. Écoutez, moi j'aimerais tout de même dire deux choses qui paraissent même que je voudrais soumettre à votre réflexion. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Il y a deux choses. C'est-à-dire que Éric Zemmour peut parler de lui très brièvement, et ensuite je ferai allusion à une autre chose brièvement. C'est que lui, il a l'habitude de dire qu'il faut nommer l'ennemi en parlant des musulmans. Vous savez, il surfe sur la vague des islamistes en essayant de faire l'amalgame avec l'islam et les musulmans d'une façon générale. Et moi, je pense qu'il faut aussi que les Français, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, et là, j'insiste sur ce point,
parce que les Français dits de souche ont tout intérêt à démasquer le poteau rose, parce que Éric Zemmour a tendance, si vous voulez, à s'accaparer le créneau identitaire et national, mais à condition, et si vous vous référez à ses derniers livres, il fait allusion à des rois de France qui ont été juifs, en parlant par exemple d'un des rois de France, je ne sais plus le nom là en tête. Et donc il essaye d'occuper le terrain, si vous voulez, du patriotisme, parce qu'il sent qu'il y a une demande au niveau de la population d'indépendance, de patriotisme. Vous savez, la population en est tout à fait sensible à ce discours, et souvent à juste titre. Et la crise sanitaire l'a démontré dans plein de domaines. Et par conséquent, il essaie d'occuper le terrain tout en étant, si vous voulez, sur le créneau patriotique, à condition qu'il soit israélo-compatible. C'est-à-dire que, en fait, il veut monter les Français de souche contre les Français de confession musulmane, et il a effectivement... Allô? Oui, Anis. Ah, ça a coupé avec Anis. On a perdu Anis, ouais, tout à Bon, fait. alors, est-ce que Tarek, cet argumentaire, vous l'entendez, que Anis vient de développer, concernant le cas Éric Zemmour, avant qu'on passe à autre chose? Alors, le temps que ça arrive chez Tarek, il y a, je trouve, un petit décalage. Oui, personnellement, j'ai rien à rajouter. Oui, je n'ai rien à rajouter. Par contre, je viens d'avoir une dépêche qui peut intéresser notre ami Philippe. Alors, sur le tir de LBD, 40 à la mâchoire, un policier vient d'être condamné et l'avocate met en cause derrière le ministre qui autorise le LBD. Et alors, je vous dis à quoi a été condamné le policier. J'espère que vous êtes bien assis, l'un et l'autre, chers auditeurs et chères auditrices, et dans vos voitures, ne sursautez pas. Alors, la condamnation, c'est 90 jours d'amende de 15 euros par jour, soit une amende totale de 1 350 euros pour avoir tiré avec la LBD dans la mâchoire d'un manifestant. Ah oui, bon. Je vous laisse réfléchir. Et je me souviens aussi qu'il y a eu une attaque au couteau à Glasgow cet après-midi, qui a fait 3 morts, dont un policier, 6 blessés. Le suspect a été neutralisé. Le suspect a été abattu. Abattu, voilà. Enfin, alors, ça, c'est les mots. Moi, je préfère le mot abattu que le mot neutralisé. Parce qu'en fait, en langue française, quand on dit neutralisé, ça veut dire qu'il a été arrêté quelque part, même blessé. Alors que exécuté ou abattu, c'est le mot. Bah, abattu, vous me l'aviez reproché, c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé. À l'époque, je me souviens quand je parlais d'abattu, vous me disiez non, c'est pas bien, il ne faut pas dire ce terme. Oui. Non, mais en tout cas, il n'est pas neutralisé. Non, il n'est pas neutralisé, il a été tué, si vous voulez faire simple. Voilà. Alors, pour faire simple, il a été tué. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne sais pas ce que vous pensez d'une condamnation à 1 350 euros, c'est-à-dire 15 euros par jour multiplié par 90, pour avoir tiré avec un LBD dans le visage, pour faire simple, d'un manifestant. Voilà, bah écoutez, voilà pourquoi les gens aujourd'hui n'acceptent plus ce qu'on appelle la violence policière. D'ailleurs, je ne sais pas si on a eu du nouveau sur le dessin qui a été fait à Stein avec le mot violence policière. Et ces policiers, le mot violence policière ne veut pas dire que toi, monsieur le policier, tu es violent ou tu es raciste. Mais ça veut dire que le phénomène existe au sein de l'institution. Et que le préfet de police, donc, demande à ce qu'on retire le mot policière, pose problème dans ce pays. Et je crois, Christophe, et j'en serais heureux si on arrive à ça, c'est que l'idée de la création d'une institution, d'une autorité administrative indépendante pour remplacer les GPN serait une bonne chose parce qu'en fait, elle pourrait couvrir et les citoyens et les policiers. Exactement. On essaiera d'inviter d'ailleurs le maire de Stein, Asdin Taibi, pour justement prendre des nouvelles de cette affaire. Patrick Balkany, qui vous le savez, est sorti de prison pour des raisons de santé, a été aperçu effectivement dans les rues de Levallois-Perret à la fête de la musique, en train de danser. Il était visiblement très en forme.
Et Patrick Balkany qui a été lui reçu par quelqu'un que vous appréciez beaucoup, cher Tarek, Pascal Praud sur CNews. J'adore. Ah oui, Patrick Balkany en grande star sur CNews. Image à l'appui, écoutez les amis. Ça me fait plaisir que Patrick Balkany, vous soyez là. Merci d'être avec nous. C'était vraiment 2 minutes. J'ai esquissé quelques pas de danse pour montrer que j'étais peut-être encore debout. Mais alors tout le monde a dit, évidemment, il est en pleine forme, il a qu'à aller au trou. Je trouve que c'est tellement révélateur de notre époque parce qu'au fond, le sous-texte, c'est que les gens vous disent faut que vous soyez en prison. Vous n'avez pas le droit de danser dans la rue. C'est ça le sous-texte. Donc, vous avez été condamné. Ils vous ont, à juste titre, ou pas d'ailleurs, c'est pas à moi de le lire. Vous avez été condamné. Vous avez, les amendes ont été extrêmement fortes. Vous avez été dégradé, humilié de ça. En gros, vous sortez d'une séquence depuis le mois de septembre qui est pas favorable. On va le dire comme ça. Mais, faut en plus, c'est ça qui m'a intéressé dans la violence du moment, dans une forme oui, je ne sais pas comment dire, de rancœur, de méchanceté absolument terrible. Il faut vraiment que vous mouriez. C'est intéressant parce que les réseaux sociaux, évidemment, les gens qui s'expriment dans les réseaux sociaux ont toujours existé, par définition. Oui. Alors, mais on ne les entendait pas jadis. Ce qui me rassure, c'est qu'ils sont jamais de Levallois, ils sont toujours de Pétaouchnok, on les connaît pas, ils sont de très loin. Ils ont en plus des noms qui sont pas les leurs. Ouais, c'est des pseudos. Vraiment, c'est des pseudos, ils ont des belles têtes de Black Bloc, souvent. C'est assez risible quand on voit d'où ça vient. Je connais un peu les justices et je n'avais jamais vu. Et c'est à la fois parce que on est en matière de délinquance financière et c'est parce que c'est Monsieur Balkany. Je n'ai jamais vu dans ce type de dossier que quelqu'un qui avait interjeté appel, je l'ai dit 1000 fois, hein, vous le savez bien. Je sais, quelqu'un qui a interjeté appel, dont il n'était pas question de penser qu'il allait prendre la fuite, qui était donc présumé innocent, soit mis en prison en violation de cette présomption d'innocence. Et on lui avait tout pris. Et alors qu'on lui avait tout pris, le pauvre, il pouvait pas verser de caution. C'était pas possible. On l'a laissé quand même en tôle. Alors je peux dire très sincèrement que la rigueur d'État s'est particulièrement exercée contre Monsieur Balkany, qui a formé un pourvoi en cassation et qui aujourd'hui juridiquement, c'est l'avocat qui parle, il est toujours innocent. Hein. Il a formé un pourvoi en cassation. C'est comme ça, il est présumé innocent, peu importe ce qu'il arrivera. Donc moi, je vous dis franchement, ce qu'on dit, ce qu'on peut dire, les crétins il s'en fout lui-même. Mais par contre, le sort qui lui a été réservé et qui peut encore être réservé à d'autres pour délit de sale gueule, eh bien ça, je ne l'accepte pas, ni en tant qu'avocat, ni en tant que citoyen. Patrick Balkany était avec nous ce soir. Je le remercie. Voilà. Reçu en grande pompe, vous l'avez vu, Tarek Pami, appuyé par l'avocat très connu, Monsieur Cohn-Laden, qui en a rajouté une bonne couche. Bon, on peut dire qu'il est chez lui à CNews, Monsieur Balkany. D'abord, je vous rappelle, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs de France Maghreb 2, que le soir même où M. Balkany est sorti de prison vers 19h, et il a fait un tour, comme il dit lui, pour aller saluer donc, le conseil municipal à Levallois. Oui. Et quand il arrive chez lui, à une 50aine de kilomètres de Paris, qui il va trouver chez lui en train de l'attendre? C'est un journaliste de CNews pour faire le direct 2 heures après la sortie de prison. Ouais, ça ne s'invente pas. Je ne crois pas que la mère à Adama s'est retrouvée avec un journaliste dans son salon 2 heures après l'annonce de la mort de son fils. Non, et les c'est citoyens non. français, voilà. Et les citoyens français aujourd'hui, grâce ou à cause des réseaux sociaux, n'acceptent plus ce que nous appelons tous le 2 poids 2 mesures. Les gens voudraient avoir le même traitement pour tous, qu'ils soient blancs ou noirs, jaune ou rouge, peut-être même sans couleur pour quelques-uns d'entre eux, et qu'ils soient riches ou pauvres. Je dis, contrairement à ce que dit cet avocat, qu'à plusieurs reprises, des personnes, des citoyens français, condamnés par le tribunal de première instance pour des fraudes financières, ont été arrêtés à la barre et envoyés le jour même en prison avant l'appel. Et c'est pour ça qu'on dit dans le jugement qu'il a été condamné à tant d'années de prison, avec mandat de dépôt à la barre. Ouais. Il n'est ni le premier, ni le dernier.
Mais comme CNews ou d'autres chaînes, je ne vais pas, ou BFM ou LCI ou X ou Y, vous mettent un seul avocat qui s'adresse dans un seul sens, sans qu'il y ait en face de lui un autre avocat ou quelqu'un de compétent pour lui tenir donc tête, ben, l'auditeur ou le téléspectateur prend ça pour la vérité. Moi, je peux leur suggérer qu'en face de ce monsieur, qu'ils mettent l'avocat Bouzrou à chaque émission, et on va s'amuser au bout de 10 émissions pour savoir si ce monsieur continue à parler de la même manière. Cher Tarek, c'est l'heure de la pub. Leclerc, le grand avocat Leclerc, voire. Oui, pardonnez-moi, cher Tarek, je lance la pub. Et dans un instant, on va parler de Didier Raoult et de ce que certains peuvent appeler des contradictions qui ont été formulées devant les députés lors de son audition à l'Assemblée nationale. Et puis, bien entendu, on parlera des municipales du débat. Et Philippe Bouriaki a rencontré Madame Dati, qui a été d'ailleurs accueillie par les VTC. On en parlait hier sur cette antenne. À tout de suite sur France Maghreb 2, sans oublier Michael Damiati. On sera à Crône pour les municipales. C'est dimanche, le deuxième tour, les amis. Et il faut aller voter. On compte sur vous. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Alors, les amis, vous pouvez bien entendu continuer de commenter sur Facebook en live. Nous sommes en live sur France Maghreb 2, sur Christophe Le Grand Forum. Quelle est un petit peu la tendance de réaction, cher Philippe? Qu'est-ce qui intéresse nos spectateurs qui nous regardent? Quelles sont leurs remarques? Il demande à Monsieur Mamie un ordinateur pour la famille Bouriaki pour qu'ils puissent à distance pendant leur congé pouvoir continuer à gérer le Grand Forum. Enfin, ils sont prêts à aller suivre Beurre FM si on ne répond pas à leurs revendications. Il est malade, Bouriaki. Qu'avez-vous à répondre, cher Tarek? Et là, il va nous faire le coup du décalage, t'inquiète. C'est connu ça. Allô, je suis sous un tunnel. Mon appartement passe sous un tunnel. Ah voilà. Il est en train de chercher. Ça y est, il n'entend plus. C'est extraordinaire. Il a mis un filtre, je te jure, sur son téléphone, il a mis un filtre. Christophe. Oui, la belle histoire. Cher Christophe, je vais répondre à la place de Tarek Mami. En tant que président de France Maghreb 2, je m'engage personnellement à faire en sorte que notre jeune et talentueux réalisateur, M. Ethan Bouriaki, puisse avoir les moyens de réaliser une bonne émission pour l'ensemble des auditeurs qui sont les auditeurs de France Maghreb 2. Ethan, s'il te plaît, tu ouvres ton micro et ta caméra et tu remercies notre président. Tu le fais tout de suite. Allez. Voilà. Ouvre ton micro et la caméra. Regarde M. Mamie et dis-lui merci, président. Merci, président. Voilà, ça ne s'invente pas, c'est super. Allez. Bon, avec grand plaisir. Plus sérieusement, Philippe, quels sont les commentaires de nos amis sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2? J'arrive, attends que je mette mes lunettes parce que je les avais enlevées. Je suis en train de gérer d'autres problématiques sur le côté là. Ah ouais. Alors, un valet servile bien payé pour entretenir. Ah oui, ça c'était Zemmour. Hein, je dis ça. Non, parce que je vous jure, Monsieur Mamie, on ne sait pas ce qui se passe avec Facebook, mais dès qu'on aborde certains sujets. Alors, je suis pas d'accord. C'est pas un valet et il n'est pas servile. Par contre, il est bien payé, Monsieur Zemmour. Ça c'est vrai. C'est vrai. Servile, il n'est pas valet, il n'est pas servile, il est bien payé. Monsieur Zemmour fait gagner de l'argent à son patron. C'est comme un joueur de foot. On ne va pas la faire foot. Mais quand vous achetez un joueur de foot à 1 million ou 2 millions d'euros et qu'il vous fait gagner 10 millions sur l'année, ben il est bien payé, mais il n'est pas servi. Monsieur, si le mot monsieur va à certaines personnes, monsieur Olivier, comme lui a dit Yacine une fois, monsieur Zitoun vit et surfe sur la vague. Il avait appelé Mahmoud. Ouais, je me souviens, vous avez la même tête que mon oncle Mahmoud. Il ressemble que son oncle Mahmoud. Alors, en fait, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir. Et la Francis des Mahmoud, il a dit Mahmoud. Mais quand quelqu'un a la haine de lui-même, a la haine de son histoire, sa naissance, Monsieur Zemmour est un Algérien qui s'ignore. On ne choisit pas où on est, on ne choisit pas la religion dans laquelle on tombe, on ne choisit pas le pays dans lequel on tombe, où on est,
Et donc, il faut assumer. Vous êtes né en Algérie, ben, vous devriez être fier d'Algérie, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'Algérie. Parce que s'il n'y avait pas un terrain ou un pays qui s'appellerait l'Algérie, peut-être que vous ne seriez même pas né, parce que votre père et votre mère ne se sont pas rencontrés dans ce pays qui s'appelle l'Algérie. Donc, il faut assumer d'où on vient. Il faut critiquer politiquement ce qu'on a à critiquer. C'est comme quelqu'un d'autre que je n'appellerai pas, parce que pour le moment, il ne fait pas partie de l'actualité. Quand on est égyptien, ben, on est égyptien et français, et on n'est pas français contre les Égyptiens. C'est ça. C'est simple, Ah. c'est court, on est le produit de son histoire et de l'histoire de ses parents. On n'est pas le produit d'une culture qu'on a créée dans un livre. C'est tout. Elle est pas mal celle-là. Ah oui, elle est pas mal. Elle est même très bien, même. Elle est sur Balkany, alors tout le monde y pleure. Hein. Ah, on va pleurer. Bah, on l'a tout pris. Tu vois, l'avocat que vous connaissez, qui parle, vous connaissez ces deux nationalités? Je sais pas. Hein. Golden, il est quoi comme nationalité? Il est franco-israélien. Oui, on connaît, mais ça, c'est un argument qui ne marche pas. Ouais. Parce que la majorité d'entre nous ont deux nationalités. Ouais. Et si vous voulez qu'on utilise cet argument, il faut aussi les utiliser pour nous-mêmes. Exactement. Voilà. Et non, mais ça, c'est vrai. Ça suffit, ce genre pour d'argument. Mais la moitié de nos auditeurs sont français et marocains, français et algériens, français et tunisiens, français et sénégalais. Si vous voulez appliquer la règle, chère madame, vous l'appliquez à tous. On ne peut pas viser des gens au vu de leur nationalité deuxième ou de leur pseudo-race ou de leur religion. Donc il faut savoir, on ne peut pas critiquer les gens pour ce qu'ils font et utiliser leur argument à eux, nous contre eux. On n'a pas le droit, c'est pour ça, chère madame. Voilà. Alors, elle nous dit aussi, il a encore Giverny, puisqu'on nous dit qu'il lui a tout pris. Incroyable, il ne manquait plus que le tapis rouge. Ça c'est Enya. Déjà, pourquoi il est sur le plateau Balkany? Il s'est peut-être trompé, il voulait peut-être aller voir le médecin. Parce qu'il est copain avec ces pseudo-journalistes. Je veux dire, on n'aime pas tous nos journalistes français, mais quand vous avez un journaliste comme Apathy qui pose la question, vous avez dans ce pays 2 personnes condamnées pour racisme ou pour tout ce que vous voulez, de méprisables. Un type qui s'appelle Zemmour et un type qui s'appelle Dieudonné. Imaginez que CNews donne une émission d'1 heure tous les jours pour Dieudonné, pour raconter des... Alors c'est intéressant ce que vous dites, Tarek. Vous savez que ça a été remarqué cet après-midi sur Twitter, puisque Dieudonné était en TT, et c'était exactement cet argument qui a été repris en faisant le parallèle entre effectivement Éric Zemmour, qui s'exprime de manière quotidienne à la télé, en ayant été condamné pour racisme, et Dieudonné, à qui, lui, aujourd'hui, on lui a fermé toutes les portes. Voilà. C'est exactement ce qui a été fait. D'ailleurs, il était en TT tout à l'heure, en top tweet, Dieudonné. Alors, c'est ça, TT. Ça a toujours été, oui, TT, top tweet. D'une voiture, moi. Le dit TT. Cher Christophe, imaginez, qu'en tant que responsable ou patron de cette radio, je décide à partir de la rentrée du début septembre au début octobre de faire intervenir sur notre radio Dieudonné pendant 1 heure par jour. On est mort. Oh là là, pas sûr que vous alliez résister longtemps, Tarek. La radio survivra. C'est ça. On annonce. Non mais rien que pour nous amuser, on annonce début septembre qu'à partir du 1er octobre, nous recevrons M. Dieudonné à qui on donne un créneau tous les jours à la même heure que M. Zemmour. Et on mettra en face de lui moi-même, vous-même, Christophe, ou Rudy, ou quelqu'un qui est de l'autre côté. Et tous les jours, on fait l'émission de l'actualité du jour. Et on regarde au bout de combien de jours, sans le mettre à l'antenne, on recevrait une lettre de CSA, du procureur de la République et de la LICRA pour nous dire stop, si vous faites ça, vous êtes mort. C'est ça. C'est impossible. C'est impossible, Tarek, et vous le savez très bien d'ailleurs. Et on ne prendra pas le risque. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Moi, j'ai peut-être une solution par rapport à tout ça. On pourrait peut-être se dire et décrire aux publicitaires qui font de la publicité, parce que tu te rappelles, il y avait des marques qui ont dit écoutez, tant que Zemmour est là, nous, on ne joue pas le jeu avec vous. Mais tous les autres publicitaires qui continuent à donner de l'argent à CNews pour pouvoir permettre à Zemmour Pro de déverser leur haine et leur bite, on pourrait se dire on boycotte ces marques-là. Un BDS à la française.
qu'est-ce que vous pensez de cette idée, cher Tarek? Un BDS à la française pour boycotter, protester contre la présence de certains journalistes qui attisent la haine sur cette chaîne. Tarek, toujours un petit décalage. Hein. Vous savez que, cher Christophe, le BDS de la télévision est la chose la plus simple. Imaginez que tous ceux qui reprochent quelque chose à M. Zemmour se mettaient à ne plus regarder ces news et que l'audience tombe. Et vous verrez si dans quelques mois, il sera encore à l'antenne. Et je le dis ici, je l'ai déjà dit il y a 20 ans, je l'ai dit il y a 10 ans, je l'ai dit aujourd'hui encore une fois et je prends le pari. Imaginez qu'à la prochaine présidentielle, les je ne sais pas combien de millions, excusez-moi cher Philippe, il y a notre invité qui arrive, il me permettra encore quelques secondes avant de lui passer le micro. Donc imaginez cher Christophe qu'à la prochaine présidentielle, les X-millions d'électeurs de la diversité participent. Je vous donne ma parole que pour la législative suivante, tous les hommes politiques candidats changeront de discours. Parce qu'en fait, quand vous touchez au portefeuille des uns et des autres aujourd'hui, donc à CNews et à d'autres chaînes de télé, et demain aux futurs députés dans 2 ans, vous verrez que les hommes politiques et les hommes d'affaires, ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de principe, ils n'ont que l'argent qui les font marcher et leur propre intérêt. Alors, je ne sais pas si on est de retour à la radio, cher Medjed. Oui, on est de retour. Ah, d'accord, pardon. Ok, très bien. Avec Tarek Mami, avec Philippe Boyaki et avec notre invité, avant que nous parlions dans un instant de Didier Raoult et des municipales et du débat d'hier soir sur BFM TV opposant les 3 femmes candidates, Madame Dati, Madame Hidalgo et Madame Buzyn. Monsieur Michael Damiati, candidat à Crosne, maire de Crosne. Bonjour, monsieur Damiati. Bonsoir, bonjour Christophe. J'espère que tu vas bien et j'espère que tous tes invités se portent aussi très bien. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Tu nous avais habitués à passer ça au premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, presque, parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je me présente et la première fois, c'était également au second tour. Donc, d'accord. Donc, j'ai commis un impair. Pardonnez-moi. Je pensais que c'était au premier tour. Non, tu as commis un impair. Je pense que la situation qu'on a vécue, la crise sanitaire, le Covid, où le gouvernement a dit tout est grave le 14, mais il faut quand même aller voter le 15, a forcément aussi joué sur le résultat. Mais c'est comme ça et ça a été le cas dans les 36 000 communes de France. Donc, voilà. Oui, sauf qu'il n'en reste plus que 6 000 sur les 36 000 qui doivent se choisir au second tour un maire. Ouais. Dans votre cas, cher monsieur Damiati, c'est une réélection. Vous le sentez comment là pour dimanche? Quelle est un petit peu la tendance? Quel est le retour de terrain? Alors, une certaine sérénité. Alors, sérénité parce que pendant 6 ans, on a fait le job, comme on dit. Et puis, les 3 derniers mois aussi ont démontré une réelle capacité à s'adapter à une situation inédite que personne ne prévoyait. Donc, je pense que les Crosnois et Crosnoises ont été sensibles à cette façon de s'occuper d'eux, de les protéger. Donc, je suis plutôt serein. Maintenant, une campagne, vous le disiez Christophe, ce n'est que ma deuxième campagne. C'est toujours très dur, c'est difficile parce qu'on aimerait se cristalliser sur les idées, débattre, proposer, mais en fait, on s'aperçoit que ça vole pas très haut et que les coups bas sortent assez vite. Et je trouve que c'est toujours dommage. Et après, on se demande pourquoi les électeurs désertent les urnes. Moi, j'ai un peu une petite idée. Et je pense que si on parlait d'eux, de leur futur, de leurs enfants, de leurs projets, ils seraient peut-être un petit peu plus à l'écoute et, à mon avis, se déplaceraient certainement plus pour aller voter. Michael Damiati, comment avez-vous fait face à cette crise sanitaire, à ce confinement où il a fallu quand même, vous en tant que maire, répondre, j'allais dire, aux failles de l'État? Comment vous avez fait? Comment vous y êtes pris? Alors, comme d'habitude, de toute façon, dans une collectivité, il faut faire preuve d'imagination, d'efficacité et de réactivité. Alors, à Crosne, on avait la chance d'avoir un stock de masques qui datait de la crise du H1N1, donc en 2007. Donc, on avait quelques masques pour pouvoir commencer, on va dire, à lutter contre ce virus. Donc, on est parti avec ça. Et puis, très rapidement, en fait, on s'est adapté. On a adapté les services à la population, un contact pour les personnes les plus fragiles, du portage de repas qui s'est fait, aussi la distribution de masques, notamment d'abord pour les plus fragiles. Et puis je vais vous dire, juste à côté, il y a l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges qui est donc dans le Val-de-Marne. Ils étaient complètement nus là aussi au début de la crise et ils nous ont contactés en disant voilà, on a besoin d'aide,
on soigne, on a des personnes qui rentrent par centaines, donc on a vraiment besoin de vous. Et c'est là où on les a dépannés, donc on les a dépannés de 20 000 masques. Hein. Au tout début, ça valait presque plus que de l'or. On les a aussi aidés avec du matériel. Enfin, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place, et je pense que c'était nécessaire. Mais par contre, une chose est sûre, il fallait vraiment être sur le terrain, il fallait vraiment être réactif et vraiment prendre les choses à bras le corps. Donc, je pense que de nombreux maires l'ont fait, mais c'est vrai qu'il faut cette petite pointe. Justement, Michael Damiati, question un peu provocatrice. Est-ce que finalement cette crise ne vous a pas profité, vous, les maires sortants, pour faire campagne justement? Alors d'abord, on n'a rien demandé. Comme ça, non mais d'accord, mais bon, merci, ça on a bien compris. Non. Mais est-ce que finalement ça n'a pas quand même, dans l'horreur, j'ai envie de dire, que nous avons tous vécu, est-ce que quelque part ça vous a pas aussi un peu profité? Alors non, je suis pas tout à fait d'accord. Ça a profité, je pense, aux maires qui ont bien géré. Donc oui, pour ceux qui ont bien géré. Et vous avez bien géré ou pas, monsieur Damiati? Je pense qu'on a bien géré, en tout cas c'est au chrono. Donc ça vous a profité donc? Donc, je pense, oui, que ça m'a profité, Voilà, mais, merci. oui, mais encore une fois, on n'a rien demandé, mais une situation, il faut la gérer. Quand on la gère bien, on vous dit pas forcément que vous l'avez bien gérée, mais vous savez que vous avez bien fait votre job, votre taf. Donc, je pense que je l'ai bien géré. Et pour les maires sortants qui ont été absents, qui n'ont pas bien géré, ou qui ont simplement eu des candidats en phase 2 qui, eux, ont bien géré la crise, je pense pas là que ça leur était à leur avantage. Et à mon avis, vous voyez, la balance, elle est au milieu. Et encore une fois, on n'a rien demandé. Moi, entre nous, Christophe, j'aurais préféré que le premier tour se passe, qu'on ait une semaine, encore une fois, de campagne, et puis que, je ne me rappelle plus de la date, mais c'était le 15, donc le 22 mars, on élise, in fine, chacun des maires dans les 36 000 communes. Bien les entendu. choses se sont passées différemment, c'est comme ça. Effectivement. Alors, quelle sera votre première grande décision, monsieur Damiati, si vous êtes élu maire le 28 juin prochain? Alors, grande décision, je suis dans la continuité, donc c'est vrai que moi je poursuis un mandat. Nous avons des projets déjà phares qui sont en prévision. Alors je pense notamment à la rénovation des écoles, je pense à la finalisation de l'entrée de ville à côté de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. C'est pas des projets qu'on va lancer comme ça parce qu'on n'arrive pas. Donc c'est plutôt des projets qu'on va poursuivre et c'est vrai qu'on a une feuille de route à déterminer avec la nouvelle équipe pour les 6 prochaines années. Donc voilà, on a pas mal de boulot et de projets. Michael Damiati, dernière question. L'entretien est un peu plus court au second tour. C'est pas grave. Pourquoi il faut voter, vous qui habitez Crosne, dans une petite ville de l'Essonne, dans le 91, à côté de Villeneuve-Saint-Georges, mais aussi de Montgeron. De hier. De hier aussi, effectivement. Pourquoi il faut voter dimanche, le 28 juin, glisser dans l'urne le bulletin Michael Damiati? Pourquoi? Parce que nous avons démontré que pendant 6 ans, nous avons transformé notre ville, nous l'avons rendue plus agréable, avec un cadre de vie idyllique à 15 km de Paris, vous le disiez, cher Christophe, et que avec cette nouvelle équipe, on a cette volonté de poursuivre, de réécrire cette histoire, de réécrire cet avenir qui a été troublé par cette crise, et vraiment rendre encore notre ville plus attractive, plus belle, où il fait bon vivre. Et c'est vrai que ça passe justement par la protection, par les différents équipements. Et on a la chance d'être dans un beau territoire. C'est aussi comme ça, entre la forêt de Sénart, entre l'Yerre. Et cette chance-là, il faut vraiment que on la mette encore plus en avant pour que chacun puisse en profiter au maximum, et surtout en famille, et quelles que soient ses origines, son âge, et je dirais même sa situation. Bien vivre, c'est ouvert à tout le monde, et je sais que c'est des choses pour lesquelles vous y êtes très sensible. Je sais, oui, effectivement. Alors, j'ai eu une petite idée, alors malheureusement un petit peu trop tard, mais ça sera peut-être pour la prochaine élection, notamment en 2026, pour ce qui est des maires. Lors du second tour, est-ce que vous seriez partant, vous, Michael Damiati, d'un débat que nous pourrions éventuellement organiser avec vos concurrents, par exemple, dans évidemment des règles bien précises que je définirais, par exemple, et voilà, un débat comme on l'a vécu, par exemple, hier sur BFM TV. Oui. Pourquoi il y aurait que les grandes villes qui pourraient débattre, je veux dire? Tout à fait. Je trouve que c'est même une excellente idée parce qu'aujourd'hui, les moyens techniques nous le permettent. Donc, on peut le faire par visio, on peut le faire. Et je trouve qu'en effet, ça serait intéressant de pouvoir débattre parce que je le disais au début, quand on vous balance des tracts avec des cochonneries sur lesquelles vous ne pouvez pas répondre et les gens se font leur propre opinion, ça serait bien de pouvoir, voilà,
échanger, débattre, que les gens se fassent leur propre idée et une idée la plus juste possible. Donc, si vous lancez cette idée et si je suis encore candidat en 2026, je répondrai favorablement à votre proposition, cher Christophe. Écoutez, si vous êtes encore candidat et si nous sommes encore, ce que j'espère, à France Maghreb 2, eh bien, on pourra mettre ça en place et pourquoi pas directement aller sur place, je veux dire, pour aller vous rencontrer et faire les débats, hein, voilà. Merci, Inch'Allah, monsieur, comme on dit. merci, monsieur Diamati, et vous saluerez le chien derrière. Merci beaucoup. Ça marche. Très bonne soirée à vous. Caresse. À bientôt. Au revoir. Bon courage. Bon Merci. dimanche. Bon. Merci. Non, mais ça pourrait être une bonne idée, cela dit, parce que c'est vrai que on voit les débats à la télé quand c'est les grandes villes, etc. Mais ça peut être aussi intéressant de voir des débats des villes plus moyennes, plus petites, etc. Et voilà, ça peut être intéressant comme exercice, je trouve, en tout cas. Bon, il est 17h40, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Tarek Pami, Philippe Bourrec, il est là, la belle histoire, qui scrute ce qui se passe, qui va nous faire une petite chronique dans quelques minutes. Didier Raoult, on va en parler parce qu'il a fait l'actualité de cette semaine et on peut peut-être mettre en lumière ce que peut considérer comme étant des contradictions qui ont pu apparaître lors de son audition devant les députés. C'était mercredi dernier. Extrait pour illustrer mon propos. Direction l'Assemblée nationale, Didier Raoult face aux députés. Le 30 avril, vous estimiez très peu probable l'hypothèse d'une seconde vague. Vous êtes revenu sur votre analyse le 19 juin. Pour quelles raisons votre appréciation a-t-elle évolué? Je n'ai pas parlé ni de rebond, il est possible qu'il y ait quelques rebonds. Je n'ai pas parlé ni de rebond, ni jamais prononcé le mot de deuxième vague. Il n'y a nulle part de deuxième vague. Jamais prononcé le mot de deuxième vague, qui est un mot que je réserve à ceux qui l'utilisent, mais je ne l'ai jamais utilisé, sauf pour vous répondre. Pourquoi est-ce que les études que vous avez faites vous-même, vous n'avez pas souhaité les randomiser pour permettre d'éteindre les contestations? La randomisation est un phénomène qui est un phénomène, un espèce de standard qui est très associé à l'industrie pharmaceutique, qui ne me convainc pas. La randomisation ne me convainc pas. 4 études randomisées, dont 3 disent que l'hydroxychloroquine marche mieux que le placebo. Le rite de la randomisation des grands essais thérapeutiques multicentriques est un phénomène extrêmement récent dans la science. On appelle une étude randomisée. À l'un des groupes, on prescrit le nouveau médicament et à un autre, on donne un placebo. En comparant les résultats des deux groupes, on peut voir les effets du médicament testé. Je ne me laisse pas impressionner par le fait qu'on dise maintenant c'est la doxa. Ça ne m'impressionne pas. Un papier sur l'Ademsivir qui est dans le glande, qui est un défi à toute méthodologie, puisque pour la première fois, on ose publier une étude où il n'y a pas de comparatif. C'est-à-dire on ne compare ce traitement à rien. On comprend très mal l'épidémiologie des maladies infectieuses depuis très longtemps. Tous les gens qui vous diront que c'est simple sont inconscients. La chose la plus intelligente qui a été dite, c'est par Trump, qui a dit, écoutez, au printemps, ça va disparaître, parce que c'est vrai que la plupart des infections virales saisonnières s'arrêtent au printemps. Tous les gens qui feront des modèles projectifs sur des maladies qu'on ne connaît pas encore sont des fous. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très, très rare. On n'a pas d'expérience de gens qui prédit l'évolution d'une maladie qu'on ne connaît pas. Il faut d'ailleurs être fou pour penser qu'on peut. On a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Dans le monde, le bilan atteint ce soir plus de 300 000 morts. Il y a 3 Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale. Voilà, alors c'était mercredi devant les députés à l'Assemblée nationale. Il était en interview hier matin, c'était assez houleux entre Bourdin et lui-même. Quand même, monsieur Mami, il faut reconnaître quand même que ce monsieur, somme toute très intelligent et qui connaît son sujet, c'est un scientifique. Il a fait partie d'ailleurs du conseil scientifique qu'il a quitté. Aujourd'hui, et quand même, comme beaucoup d'ailleurs, bourré de contradictions, pardon, il est capable de dire tout et son contraire. Alors, il y a 2 choses, cher Christophe. D'abord, quand vous êtes journaliste et que vous suivez les hommes politiques, il y a un principe que vous retenez très vite. D'ailleurs, c'est Chirac qui l'a dit et c'est Pasqua qui l'a retenu. On dit que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Oui. On le savait en politique, on le découvre dans la science. Deuxième point, la science n'est pas une science exacte. La science est une recherche continue qui permet d'évoluer. Les 3 extraits que nous venons de diffuser sur France Maghreb 2 courent sur une longue période, puisque la première intervention est datée du 21 janvier, c'est-à-dire quand le phénomène est apparu en Chine, avant même que dans toute l'Europe, on ne pense qu'on peut être atteint, parce que
fin janvier, début février. Pour beaucoup d'hommes politiques et de médecins, la question, c'était le mur de Tchernobyl, j'allais dire la fumée de Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière française. Et donc, entre ce qu'on peut dire le 21 janvier et ce qu'on dit le 22 juin, forcément, il y a de la contradiction ou en tout cas des choses pas précises. Moi, j'ai aimé la dernière intervention des docteurs Raoult, contrairement à d'autres vidéos où effectivement il jouait au cow-boy, devant l'Assemblée nationale, il m'a semblé plus humble, avec beaucoup de doutes, refusant toute prévision, mais expliquant une méthodologie. Et je pense que le point fort qu'il faut retenir de la démarche de Raoult, c'est qu'il ne revient pas aux laboratoires qui tournent avec l'argent privé d'imposer leurs médicaments, leurs molécules et leurs points de vue à la société civile, au pays, à l'État. Or, c'est tout ce qu'on a eu l'impression pendant 3 mois, que c'était une bataille de ceux qui voulaient faire de l'argent et du fric contre Raoult qui essayait de faire quelque chose qui soit bonne ou mauvaise. On a beaucoup parlé de Raoult, cher Christophe, mais on a un autre qui détonne encore plus que Raoult, c'est le professeur Perron, qui a sorti un livre il y a 4 jours, sauf que le professeur Perron, quand il arrive, il est coiffé, il est passé, je ne sais pas chez quel grand coiffeur, il a un super costard, une super cravate, et qu'il ne parle pas comme le professeur Raoult. Par contre, il a dit pire. Il a dit que si on avait suivi à la fois le protocole de Raoult et les méthodes utilisées en Chine, en Corée, au Japon, on aurait eu 5000 morts et pas 30 000 morts. Donc la France aurait épargné 25 000 morts. Et personne dans ces médias, CNews, BFM et autres, ne tire à boulet rouge sur le professeur Perron. Bien au contraire, il a été reçu et bien reçu à LCI pendant pratiquement 1 heure et il n'a pas pu parler de son livre avec cette argumentation et personne ne lui dit vous êtes prétentieux ou vous êtes cow-boy. Ce qui dessert aujourd'hui le professeur Raoult, c'est 2 choses. D'abord, son look. Vous ne pouvez pas aller dans une salle de mariage dans laquelle où tout le monde est en costume et les dames en grande robe, en t-shirt et en short et en claquette et dire c'est au mariage. Tout le monde regarde de travers. Ça, c'est le portrait pour moi du professeur Raoult. Deuxième chose, si le professeur Raoult était à Strasbourg, il n'aurait pas subi le colibé qu'il subit parce que c'est Marseille. On sait tous que pour des raisons historiques, le Sud... Oh non, vous n'allez pas nous la faire, celle-là, Tarek, voyons. Oh non, pas ça. Christophe, alors je vous raconte... Alors Christophe, je vais vous raconter une histoire aux auditeurs de France Maghreb 2. Très vite, parce qu'il faut qu'on parle de Rachida. Un procès... Voilà, non, mais et j'ai surtout les 2 manifestations d'aujourd'hui et de la semaine prochaine que je souhaite annoncer dans le ton de la radio FM. Un avocat, j'avais un procès à Marseille, et un avocat, il a dit en plaidant, monsieur le juge, vous n'allez pas permettre à un Parisien de venir revendiquer de droits à Marseille. Voilà la mentalité qu'il y a, et chez les Marseillais, et chez certains Parisiens. Donc, il y a ce conflit-là, il y a le conflit de laboratoire, et je veux dire, le fait que ce soit lui qui se soit retiré du Conseil, je veux dire, les gens courent derrière les titres, les gens courent derrière les rencontres avec le président. Vous connaissez, vous? Alors, dans toute l'histoire de la France, est-ce que quelqu'un peut me dire aujourd'hui quelle est la personnalité française chez qui le président de la République, du général de Gaulle à M. Macron, s'est rendu chez lui pour le voir? Lequel? Il y a quand même un problème. Tous les autres, le président les reçoit à l'Élysée et c'est les gens qui viennent. Et quand en tout cas, ils ne sont pas venus chez moi. Qui seront à Marseille. Hein? Ils ne sont pas venus chez moi. Excusez-moi? Les présidents ne sont pas venus chez moi. Non, mais... Si vous les invitez, ils viendront avec plaisir, cher Christophe. Oh, ça m'étonnerait. Donc ça, c'est sur le professeur Raoult. Ça, c'est sur le professeur Raoult. Ne vous inquiétez pas, ils viendront chez vous dans 2 ans pour leur campagne électorale parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est autre chose. Et ils savent qu'ils viendront d'une certaine manière chez vous. 2 informations, si vous permettez, cher Christophe. Une sur laquelle je reviendrai longuement la semaine prochaine et une immédiate. Aujourd'hui, à 18h30, il y a un rassemblement à la Fontaine des Innocents, métro Léal, Châtelet. Il y a une manifestation, un rassemblement en soutien des jeunes de la ville de Tataouine dans la sud de la Tunisie. Nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais il s'agit d'une crise sociale, d'un engagement du gouvernement tunisien en 2017 qui a promis d'embaucher un minimum de 2000 personnes par an sur cette région très pauvre.
et de verser de l'argent pour construire donc des infrastructures. L'accord a été écrit entre l'État, entre le gouvernement tunisien en 2017, l'IGTT, c'est-à-dire le syndicat, et les jeunes. À ce jour, aucun jeune n'a été embauché. L'argent n'a pas été versé. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que la police tunisienne a frappé les jeunes et elle a arrêté celui qu'on appellera ici, par provocation, le Zefzafi tunisien. Elle a un jeune homme qui s'appelle Tarek Haddad, qui est le porte-parole donc, des gens de Tataouine, qui est en prison. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont contre l'arbitraire policier dans n'importe quel pays du monde et aujourd'hui en Tunisie, pour la ville de Tataouine, vous pouvez aller participer donc à cette manifestation, donc à la Fontaine des Innocents, à la place donc Métro Châtelet. Et puis pour ceux qui contestent l'augmentation par 3 des tarifs consulaires tunisiens, puisque le passeport tunisien a été augmenté de 30 € à 88 €. Donc, pour faire simple, il a été augmenté de 30 € à 90 €. Et il y aura un rassemblement samedi prochain, cher Christophe, 4 juillet, à partir de midi jusqu'à 16 h, devant le consulat général de Tunisie, rue Lubec. Mais nous reviendrons à plusieurs reprises parce que les Tunisiens de l'étranger, comme les Marocains de l'étranger, comme les Algériens de l'étranger, ne sont pas les vaches à lait de leur pays d'origine. Quand ces pays sont en crise financière, le premier qu'ils tapent, ce sont les résidents à l'étranger. Bon, allez, de la pub un petit peu, côté radio. Je vous montrerai dans un instant, hier soir, le débat, enfin pas le débat, mais Rachida Dati qui est sorti, accueilli par les VTC, et Philippe Bourriaki était dans les parages, on fera le point, et il arrive, il a presque terminé ses notes, c'est la belle histoire pour la chronique synthèse de l'émission de ce 26 juin sur France Maghreb 2. À tout de suite. Mais Jed, enlève le son, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Alors, on reste en live pour quelques minutes, évidemment, encore sur France Maghreb 2, sur Christophe le Grand Forum, sur Facebook. Vous êtes nombreux à nous regarder, à commenter, à liker, à partager aussi, c'est très important. Vous interagissez, bien entendu, avec vos commentaires, avec donc ces informations. Alors, Christophe, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, la belle histoire. Ça y est, tu es prêt, presque? Alors, presque prêt. Donc, la chronique d'aujourd'hui va s'appeler Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, d'accord. Et je voulais juste apporter. Oui, exactement. Et je voulais juste apporter une précision tout à l'heure. Je pense qu'il y a eu une erreur par rapport à l'éphéméride, par rapport au quiz que tu as fait par rapport pour ce jour, le 26 juin. Sur la question liée au journal télévisé. Le journal télévisé a été lancé le 29 juin 1949. Et Pierre Sabag avait lancé un reportage sur Paris en montgolfière. D'ailleurs, ils ont très mal atterri et la montgolfière a brûlé. Mais il n'a jamais été présentateur du journal télévisé. Il a été rédacteur en chef du journal télévisé. Et c'est en 1954 que le premier présentateur du journal télévisé est intervenu. Je crois que c'était Claude Darger de mémoire. Merci pour la précision. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Tu fais le malin? Non, mais c'est pour ça. Je t'invite à rediffuser, enfin, à regarder la rediff. Et tu vois qu'à un moment donné, je suis surpris. Je me dis, ça dit rien. Bah, écoutez, on va vérifier nos sources, cher monsieur Bourriaki. Hein? En même temps, en 49, j'étais pas né, toi non plus. Donc, voilà. J'étais pas né, mais mamie non plus. Moi, ce soir, je sais où est le rendez-vous de la police nationale. Et moi non plus. Et donc, et toi non plus. Mieux que les tiennes. Bon, très bien. Faites pas les malins, les gars. Hein, faites pas les malins. C'est très important. Non, pas 0. Ça, c'est important. Non, mais merci de la précision. De la télévision, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, on vérifiera à 2 reprises nos sources et c'est très important de le faire. Voilà. En tout cas, Pierre Sabag, quand même, qui est très connu, mon cher La Belle Histoire, quand même. C'est pas n'importe qui, Pierre Sabag. Absolument. C'est un très, très grand de la télévision. Il a été marié à Catherine Langer. Catherine Langer qui a été la grande speakerine de l'ERTF, qui est morte à Mantes-la-Jolie d'ailleurs, en 1998. Et d'ailleurs, l'émission qui a eu lieu sur LCP, Rambobina, lui a rendu en partie hommage parce que c'était consacré aux émissions de cuisine à la télévision. Et elle a animé une émission avec Raymond Oliver qui s'appelait, je sais même plus comment l'émission s'appelait, mais c'était une grande émission culinaire, une des premières émissions culinaires à la télévision. Avant Maïté, donc. Bien avant Maïté. Maïté, c'est 1983. C'est un truc de fou quand même, Maïté. Elle était en train de couper son canard.
Ouais, c'est ça. Ah, c'était extraordinaire. Je me rappelle, ma mère regardait ça. Bon, pas tout à fait terminé la pub à la radio. Pour les quelques dernières minutes, on va parler 2 secondes de Rachida Dati que Philippe Barricard a rencontré. Et puis donc la chronique de la belle histoire que vous allez pouvoir suivre, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez et vous qui écoutez à la radio, suivre cette chronique synthèse de cette émission. Il a noté des mots-clés, il en a fait une chronique, il s'appelle La Belle Histoire, à découvrir dans un instant sur France Maghreb 2. On peut s'attendre à tout. Hein, on rappelle le titre de la chronique, c'est le président va offrir un ordinateur à Ethan. Ouais, ça va, Philippe. Tu feras tes demandes hors antenne. Hein, je ne vois jamais le taulier. Non, je pleure. Non, mais arrête de pleurer, ça suffit. Les pleureux, c'est pas sur France Maghreb 2. Hein, on a souffert, nous. Oui. Bah, nous aussi, on a souffert. Hein. Ouais. Alors, oui, la belle histoire, c'est quoi le titre de la chronique? Je comprends pas pourquoi ça. Hein le titre de la chronique s'appelle Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, d'accord. À découvrir dans un instant, bien entendu, sur France Maghreb 2 pour la fin de cette émission. Le LGF. Medjed, pas encore terminé la pub? Il est où, Medjed? Je ne sais pas. Il n'a pas encore terminé la pub, Medjed. Je pense qu'il t'entendra pas pendant la pub. Ah si, il peut m'entendre, hein, vous inquiétez pas, il suffit d'écouter, il y a toujours un moyen de pression. Ah d'accord, excuse-moi. Ah, il y a un petit bouton à appuyer, hop, il entend ce qui se passe évidemment en direct. Donc on attend le retour à la radio sur France Maghreb 2 pour les quelques 5 dernières minutes qui nous restent. On rappelle donc la manifestation demain à 15h au départ de Barbès, place de la Nation, direction place de la Nation pour protester contre l'annexion de la Cisjordanie le 1er juillet prochain par Israël. Beaucoup de monde attendu, entre 5 et 10 000 personnes demain à Paris, et j'espère que vous y serez. Allez-y en famille. Voilà, c'est très important en tout cas d'y aller pour faire entendre sa voix, sa protestation. C'est le moyen aussi qu'on puisse utiliser, c'est de sortir dans la rue, bien entendu, pour protester contre ce qui se prépare le 1er juillet. Il y a un retour, ça me dérange. Voilà, demain 15h, place de Barbès, c'est même pas une place, c'est Barbès quoi. Direction place de la Nation en l'occurrence. Donc Olivier Zemmour nous en a parlé tout à l'heure. Medjed, qu'est-ce qu'il fait Medjed là? C'est pas encore terminé? Je sais pas, le micro est ouvert, j'entends rien. Tu m'as dit d'arrêter de pleurer, j'ai arrêté de pleurer. Voilà, merci, c'est gentil. Bon, certainement qu'on est de retour à la radio, je pense, 56, hein, la pub étant terminée. Alors Philippe, est-ce que tu peux nous montrer ce qui s'est passé hier soir quand tu étais du côté de BFM TV à la sortie du débat entre les trois candidates à la mairie de Paris, Madame Buzyn, Madame Hidalgo et Madame Dati. Madame Dati qui a été accueillie par les VTC hier. Tu étais dans les parages. Voici les images. Durer du gaz, c'est à un moment donné, nous, on n'a pas. L'espace public est tendu. On a opposé tout le monde, le nord et l'est, les riches, les pauvres, ceux qui ont des voitures au vélo, les trottinettes aux piétons. Moi, je ne veux pas opposer, je veux pacifier l'espace public. Un plan de mobilité, ça ne se fait pas à l'échelle d'un arrondissement ou d'une rue de Rivoli. Ça se fait à l'échelle du Grand Paris. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les Parisiens ne sont même pas au courant de notre situation. Oui, mais parce que c'est pour ça que je dis que c'est important de prendre ce sujet bras le corps et d'en faire quelque chose. Je ne vous ai jamais négligé. Quand j'étais dans ma campagne, bien avant. Alors demain, c'est le dernier jour de campagne, donc je ne peux pas prévoir. Mais quelle que soit l'issue, on se reverra à la mairie. Lundi à la mairie. On vous donne rendez-vous. Les VTC vous donnent rendez-vous. Merci Madame Dati, juste une question pour France Maghreb 2. Pour France Maghreb 2, s'il vous plaît, Madame Dati. Bonjour, Madame Dati. Vous étiez l'outsider. Visiblement, la liesse s'est emparée. On voit des VTC, des femmes et des hommes très proches du peuple qui vous soutiennent. Moi, je suis une candidate. On avait dit on n'y arriverait pas. J'ai fédéré, j'ai rassemblé, bien au-delà de la famille politique. J'aime les gens. J'ai fait campagne partout. Les arrondissements de l'Est, du Nord, là où effectivement tous ces Parisiens ont été abandonnés, tous ces Parisiens écœurés, exaspérés, et qui d'ailleurs pour la plupart ne votent pas. Moi je leur dis, utilisez cette exaspération, utilisez cet écœurement pour aller voter dimanche. Le changement il est possible, il est à portée de bulletin de vote. C'est pour ça que je compte sur leur mobilisation. Une majorité de Parisiens souhaitent le changement. Je veux dire, votez pour moi, le changement ils le verront dès mon élection. Merci beaucoup Madame Dati, merci. Merci, au revoir. On a écouté,
Si Tarek Mami, hier soir, à la sortie du débat de BFM TV, que vous avez peut-être regardé. Monsieur Christophe, oui, Medjed, oui. on est de retour sur l'antenne et on a entendu le petit Merci, merci Medjed. Tarek, Rachida Dati, donc elle a l'air confiante pour dimanche. Bah, en politique, si vous partez pas avec oui, l'air, bien sûr, ça sert à rien. Bah, vous savez ce qu'on m'a appris en tant que journaliste, c'est que le dimanche après-midi, notamment pour les présidentielles, les hommes politiques, cher Christophe, vers 14h, 15h, ils écrivent deux textes. Un texte qu'ils appellent le texte de la victoire, ouais. Un texte qu'ils appellent le texte de la défaite. C'est ça. Et donc, au fur et à mesure des impressions et des remontées de bureaux, ils affinent l'un ou l'autre des textes. Et quand ils ont un doute, ils font le même chapeau. On commence par remercier les électeurs et après on laisse les quatre dernières lignes qu'on change dans les dernières minutes pour dire je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je ferai le mandat, ou je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je félicite mon adversaire. Donc les politiques ont l'habitude d'écrire les textes avant même que le bureau de vote ne s'ouvre, cher Christophe. En tout cas, bravo Philippe. La belle histoire. Oui, il nous reste bravo. Très peu de temps. Bravo Philippe. Accroche. Parce que Madame Tati n'est pas facile. Moi, je suis surpris qu'elle n'ait pas de garde-corps en sortant d'une réunion. Ouh là là. Non, là, on a fait un montage, mais je vous invite à regarder sur la page de Christophe Le Grand Forum les 12 minutes. Elle a un accord avec elle? Ouais, enfin, elle avait deux personnes attachées à elle, mais il y avait beaucoup de civils, policiers civils, des bikeux, des renseignements généraux, des CRS. Ah non, c'était mouvementé quand même hier. C'était un peu mouvementé. Mais on a réussi à se faufiler et à réussir à passer le cordon. C'était pas facile d'ailleurs. On était deux, il y avait Clément Lano et moi-même. Bravo. Bon, bah bravo. Bon, alors la belle histoire. Pour terminer cette émission, une petite synthèse de ce qui s'est passé depuis 16 heures. Alors, merci beaucoup et je suis ravi d'être là dans des conditions sonores tout à fait parfaites. Oui. Donc, la chronique du jour s'appelle « Les précieuses ridicules ». Je voudrais aborder donc plusieurs sujets. La France n'est plus la France. Si l'on doit déboulonner une statue, c'est bien celle d'Éric Zemmour sur CNews. Il est inadmissible qu'une journaliste noire de surcroît, qui est Christine Kelly, soit chaque soir en genuflexion totale face à l'hargneuse énergie de Zemmour. Elle a perdu tout crédit à mes yeux. La France n'est plus la France en banlieue. Et bientôt, ça va être de notre faute. Que cela vous plaise ou non, monsieur Zemmour, nous, enfants de l'immigration, sommes des Français de cœur et de lumière. Nous aimons toutes les Frances. Métissée, solidaire, humaine, riche d'histoire plurielle. Ne lui donnons pas d'importance dans les mots à ce monsieur Zemmour, mais soyons forts d'argumentation, de contradiction et de force de proposition. C'est cela notre plus bel antidote, le plus bel antidote à la vermine ambiante. La France n'est plus la France. Quand les médias invitent un délinquant notoire, condamné avec tapis rouge et champagne, accueilli avec tapis rouge et champagne, l'incompréhension est de mise. En France, la guerre des Balkans continue avec la saga Balkany. Patrick a été accueilli par Pascal. Ce dernier, Pascal Pro, donnant des leçons de journalisme à Yann Barthès et le magazine Quotidien, donnant légitimement la parole à Assa Traoré. Et notre cher Balkany est arrivé normal, à la bien, à la cool, dans le bar tabac qui est l'heure des pros, où aussi hallucinant que cela a paru, n'était pas si diminué que cela. Je propose à M. Balkany d'offrir une danse à la prison de la Santé. Vous trinquerez avec les matons et gangsters. Allez, santé! La France n'est plus la France. Aujourd'hui, il y a une grève importante chez nos amis de BFM TV, mais justement, je m'adresse aux journalistes de BFM TV. Journalistes de BFM TV, soyez au rendez-vous pour la manifestation pour la Palestine à Barbès. Vous n'avez plus rien à faire puisque vous êtes en grève, mais au moins préparez un reportage pour votre retour. Puisqu'en effet, comme vous le savez, Patrick Drahi a annexé entre 380 et 600, va annexer entre 380 et 600 emplois, ce qui constitue un plan drahistique, et c'est une véritable trahison. Maintenant, vous savez ce que c'est l'annexion d'un certain nombre de choses, et notamment l'annexion de votre emploi. Mais nous comptons sur vous
un très bon reportage, mais je pense que vous n'allez pas le faire, malheureusement. Oui, la France n'est plus la France. Quand le gouvernement ne gouverne plus et que les oreilles se ferment quand le peuple s'exprime. C'est une grande mascarade qui s'opérera dès lundi avec un remaniement annoncé, encore une sale manie de nos institutions. Voici la liste exclusive des ministres qui se retrouveront minus. Je vais commencer par la première, celle qui nous vient à l'esprit, car malheureusement, elle est de la même couleur de peau que moi. Et je trouve que, et c'est bien évidemment Madame Ndiaye. Et malheureusement, pour elle, en tant que porte-parole du gouvernement, Madame Ndiaye, vous avez été si bête. Sophie Cluzel. Joli. Sophie Cluzel, je ne sais pas si vous savez qui est Sophie Cluzel. C'est la secrétaire d'État pour les chargée des personnes handicapées. Exactement, absolument. Eh ben, vous êtes les seuls à le savoir parce que l'ensemble du public et du peuple ne le sait pas. Donc, c'est assez handicapant quand même. Nicole Belloubet, qui va bientôt s'occuper de la crèche de la Maison de la Santé, puisqu'elle va devenir dans quelques jours garde des Sceaux et des bacs à sable. Florence Parly, qui va devenir directrice du centre commercial Parly 2. Voilà, elle ne sera plus ministre de la Défense. Elisabeth dépasse les 1000 bornes, puisqu'elle est inexistante. Agnès triple Buzyn, à cause de sa gestion absolument exécrable du Covid. Muriel Pénicaud, elle aussi, pas de charisme, laisse tomber. Christophe Castaner, au moins il aura pu faire de la castagne avec qui va prendre sa place. Frédéric Vidal à l'enseignement supérieur et la recherche, inexistante aussi, on va remplacer. Jacqueline Gouraud, la bien nommée. Non, Jacqueline Gouraud, ben, je crois que c'est direction la retraite. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de dîners à organiser avec François Bayrou. Franck Riesté de partir. Et Didier Guillaume, peut-être que Didier Guillaume va rester. Parce qu'il a l'avantage d'avoir 2 prénoms, comme Édouard Philippe. C'est peut-être une chance. C'est vrai que ça aide. Voilà. Donc, je ne ferai pas l'autre liste, mais en tous les cas, voilà, la liste de ceux qui sont probablement amenés à sortir du gouvernement. Je terminerai cette chronique avec une prose que j'ai faite en hommage à tous les gens qui sont tombés lors des violences policières de ces dernières années, de ces derniers mois. Le texte s'appelle Ultimate Bâtard. Mon arrivée dans cette prison fut d'un des moments les plus noirs. Un moment beaucoup plus obscur qu'une tasse de café carte noire. Un univers à l'opposé de la vie que j'avais rêvé, cause de ma grande insolence, fichée à la banque délinquance. La société de la jungle écrase la société générale. Ici, j'ai besoin de crédit et pour ma défense, de débit. Au guichet des perdants, je suis passé, histoire d'avoir juste à becter. Et pour passer des messages, le chéquier fut mon seul vivier. Je vis une vie de grand emprunt, déchaîné puis endetté. Mais le remboursement fut cash, quinte flash, terminé, je suis tombé. Un mandat à effectuer et un compte à alimenter. Et sans pitié, carte et fierté ravalées. Le kit de survie, c'est notre monnaie. L'ange de la mort plane sur la ville. Existence à taux d'usurier, le cercueil est dans le pré. Le banquier m'a condamné, je vais me tuer. Agios, amigos. Parti sans dommage ni intérêt, comme d'hab. Discretos. C'est tout pour le moment. Merci, la belle histoire. Encore du grand talent. Merci beaucoup. Et ça joue avec les mots. Voilà, c'est parfait, comme on l'aime finalement. Rendez-vous lundi, les amis, 16h. Bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. C'est très important pour celles et ceux qui ont la possibilité d'y aller. Oui. C'est très important. Votre vote compte. C'est aussi une manière, c'est aussi une arme pour se faire entendre. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser. À bon escient. Oui. Christophe, il faut que les gens aillent voter et que, vu que vous avez reçu le maire de Crosne, en tout cas candidat à la mairie de Crosne, il faut que les gens ne fassent pas triompher l'abstention. C'est une forme de maladie de Crohn démocratique. Oh, joli. Bon, magnifique. Ah, si avec ça, vous n'allez pas voter, hein, je ne sais pas ce qu'il faut. On en reparlera lundi, justement, des municipales et des résultats que nous allons scruter. Bonne chance pour Philippe. Bonne chance à tous et rendez-vous lundi, 16h. Bon week-end à vous. Oui, bonne chance, Philippe. Merci à vous. Jingle. Le Grand Forum avec Christophe Roux
sur France Maghreb.